Test. On m'entend ? Ouais. Bonjour à toutes et tous. Je vous propose de commencer. On m'indique que l'horloge là est un petit peu en retard et qu'en réalité il est déjà 12h08. Moi, je suis Charline Cole, la nouvelle directrice des relations internationales ici à la RES depuis le 1er novembre 2024. Bienvenue à tous. Merci beaucoup de nous avoir rejoints en présentiel malgré les petits inconvénients créés avec l'alarme incendie et d'être à distance avec nous si ça a été possible pour vous. Bienvenue ici à la RES. On a assez vite constaté un intérêt certain pour ce midi de la RES. Il était complet assez rapidement et c'est probablement pas anodin. Je crois que les alliances européennes font partie des grands projets qui font évoluer un peu nos façons de concevoir l'internationalisation de l'enseignement supérieur et qui vont continuer à faire parler d'elle prochainement. On peut aussi tous faire le constat, je pense, assez facilement d'un contexte international de plus en plus complexe, compétitif, interconnecté. On est assez loin des débuts du projet Erasmus lancé au début des années 80 où l'internationalisation a été entamée par les mobilités étudiantes. Depuis lors, les établissements ont élargi leur champ de coopération et la tendance au niveau européen, ça a été bien sûr de les soutenir et de les encourager et de les voir aussi comme des solutions pour répondre à des défis sociétaux beaucoup plus larges. On pense à l'inclusion, la digitalisation, le développement durable et les alliances européennes ont certainement été conçues en ce sens. Alors, un petit rappel historique pour ceux qui sont novices encore en la matière pour les alliances. Je vais essayer de faire ça rapidement. Ces alliances d'universités européennes sont nées en 2017 au départ sur l'impulsion du président Emmanuel Macron. Elles sont aussi connues sous l'appellation d'Alliance européenne, Université européenne. Et l'objectif dès le départ, c'était d'utiliser le vecteur de la coopération interinstitutionnelle et donc d'alliances renforcées entre établissements pour renforcer le rôle stratégique de l'Union européenne dans le domaine de l'éducation et a fortiori sur la scène internationale, puisqu'on sait que l'éducation a toujours été depuis longtemps un outil de soft power aussi de l'Union européenne. Alors très concrètement, une alliance, ça doit regrouper au minimum 3 établissements d'enseignement supérieur issus de 3 pays de l'Union européenne ou de pays associés aux programmes différents. Et ça ne s'adresse pas uniquement aux universités, malgré que l'appellation peut porter à confusion. Ça s'adresse chez nous à tout établissement d'enseignement supérieur, donc aussi potentiellement aux hautes écoles et aux ESA bien sûr. Alors, très vite, les universités se sont révélées constituer un vecteur central de l'intégration de l'espace européen de l'enseignement supérieur. Je fais des bêtises ici. Il y a tout qui glisse, c'est pas grave. Merci Morgane. Elles ont été conçues comme de véritables laboratoires pour façonner l'université de demain et développer ensemble des stratégies communes d'excellence en formation et en recherche. Pour ce faire, dès le début, la Commission européenne a mis des budgets très conséquents sur la table, à la condition que les établissements membres d'Alliance cofinancent ces projets à hauteur de 20%. On a eu la chance dès 2018 que le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles soutienne ce projet aussi avec des budgets conséquents. Et au fil du temps, ces subventions annuelles se sont répétées jusqu'ici. Au niveau européen, c'est l'ULB qui a rejoint une alliance européenne en première et qui a rejoint Civis lors des tout premiers appels pilotes qui ont lieu en 2018 et en 2019. À ce moment-là, après le deuxième appel pilote de 2019, il y avait 41 projets d'alliance. Et aujourd'hui, en 2024, on est déjà à 64 projets d'alliance européennes au niveau européen qui représentent près de 560 établissements. Et depuis lors, l'UMONS, l'UCLouvain, l'ULiège avaient rejoint la danse. Les 2 derniers à avoir rejoint un projet d'alliance européenne, c'est l'UNAMUR et la toute première haute école, la haute école de la province de Liège, ce qui fait qu'on totalise maintenant 6 établissements d'enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui ont rejoint un projet. On peut aussi se targuer du fait qu'au niveau belge, on est le seul pays, aux côtés de Malte et du Luxembourg, mais vous conviendrez que les systèmes d'enseignement supérieur sont légèrement plus restreints. On est le seul pays dont toutes les universités, au niveau belge, sont membres d'une alliance européenne et c'est quelque chose dont on est très fiers. Alors, quelles missions se sont vues attribuer les membres des alliances ? Pour la Commission, dès le départ, l'université du futur, ça voulait dire l'abaissement des frontières entre les campus. Et l'ambition, c'était de mettre en commun des modes d'enseignement novateurs, des approches interdisciplinaires, de promouvoir le multilinguisme, les valeurs européennes et l'ouverture à la société pour répondre, comme je l'ai dit, aux grands défis contemporains. L'inclusion a aussi été rapidement placée au cœur de ces projets. En pratique, les atouts devaient se traduire sur différents niveaux pour les étudiants qui devaient avoir accès à des campus interconnectés, qui devaient bénéficier de mise en commun de méthodes pédagogiques innovantes, pour les professeurs et les académiques qui eux aussi
Enfin, non, pas encore une... On ne me dise pas ça. Pour les professeurs qui aussi devaient pouvoir bénéficier de collaborations renforcées qui allaient pouvoir se créer par cette alliance. Mais aussi, il fallait qu'il y ait une plus-value au niveau des communautés et des régions, puisque les alliances devaient pouvoir s'attaquer à des déficits, à des problèmes et des déficits locaux, particulièrement par exemple en matière de pénurie, de pénurie et de renforcement des formations dans ce secteur-là. À savoir que les villes et les régions, tout comme les secteurs privés, peuvent aussi intégrer des alliances et en être partenaires. Et donc, c'est aussi un vecteur de renforcement de ces collaborations-là qui a été prévu dès le départ par la Commission européenne. Alors, en réponse à toutes ces ambitions, il y a une diversité assez intéressante d'alliances qui a été créée chez nous au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles et qui est elle-même l'image de la diversité des alliances qu'on retrouve au niveau européen. Il y a des alliances qui sont plutôt axées sur des projets qui sont très transversaux et méta, qui leur permettent de s'attaquer à des défis d'ampleur. C'est le cas par exemple de Civis, de Nice ou de Circle U. Et puis d'autres sont partis sur des défis plus ciblés. C'est par exemple le cas d'Unigreen avec la HEPL qui s'est ciblée sur l'agriculture durable et les biotechnologies, d'Universé pour l'UNAMUR qui s'est ciblé sur l'espace, et d'UNIC pour le Liège sur les villes post-industrielles. Alors plus récemment, je ne vous apprends rien, les discussions européennes ont continué d'évoluer en lien avec les alliances européennes et on parle à présent de délivrer peut-être un jour des diplômes européens par les alliances, mais pas uniquement par les alliances. Alors ce n'est pas le sujet du jour. Il y a encore énormément de questions qui se posent sur ce sujet-là et c'est certainement des discussions qui conviendra, sur lesquelles on va se pencher en 2026, y compris ici à l'ARES et qui amènent encore beaucoup de questions et de projets en vue à ce niveau-là. D'autant plus que la Commission a annoncé ne pas uniquement les ouvrir, comme je le disais, aux membres des alliances européennes, mais aussi à tous les autres établissements d'enseignement supérieur. Alors, quel rôle joue l'ARES dans les alliances européennes ? Dans un premier temps, je peux mentionner que l'ARES est membre du comité de suivi des alliances européennes, au même titre que la DGSVR, donc le ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, l'AEF Europe, l'agence Erasmus, et un représentant du cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur. L'objectif de ce comité, c'est de suivre tout simplement les rapports qui sont rendus sur base des subventions annuelles de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de constituer aussi un lieu central pour relayer les besoins des alliances européennes. Une des grandes victoires de ce comité de suivi, ça a été de pouvoir, fin 2023, structurer le financement dont les alliances pouvaient bénéficier au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Jusqu'ici, on avait des subventions annuelles et jusqu'à 2028, le gouvernement nous a accordé un financement pluriannuel, donc il va pouvoir s'étendre chaque année jusqu'à 2028, donc jusqu'à la fin du programme de financement européen. En parallèle de ce comité de suivi, l'ARES coordonne aussi un groupe de travail composé des coordinateurs des alliances de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour échanger sur les développements liés aux alliances, sur les difficultés rencontrées et surtout pour échanger des bonnes pratiques. On est très heureux de pouvoir travailler de façon directe avec ces établissements puisque ce sont aussi ces coordinateurs qui intègrent parfois nos différents groupes de travail développés par la Commission des relations internationales de l'ARES. Le GT a d'ailleurs été particulièrement actif en 2024 puisqu'il a participé à la création d'un avis sur le sujet des habilitations. Alors celui-ci il va être normalement approuvé par le conseil d'administration du 17 décembre prochain, donc je n'en dirai pas trop, mais en tout cas c'est un sujet sur lequel ils se sont penchés très concrètement et ils ont imaginé des pistes de solutions pour faciliter le processus des habilitations dans le cadre des alliances européennes, mais pas uniquement, aussi pour les Erasmus Mundus qui souhaiteraient développer des programmes de cours conjointement. Et enfin, l'ARES a cœur aussi à organiser des activités de dissémination sur le travail des alliances. C'est dans ce cadre-là qu'on se retrouve. Je crois que les premières années de travail ont été principalement dédiées à la structuration des méthodologies de travail et à la création des structures de déploiement des alliances. Et c'est seulement après quelques années que les alliances, une fois qu'elles se sont interconnectées d'abord entre elles, avec les étudiants, avec les acteurs locaux, qu'elles peuvent réfléchir à renforcer leur niveau de déploiement de façon plus structurelle et durable et réfléchir à comment atteindre un public plus large. Et c'est aussi seulement dans un deuxième temps que les programmes conjoints commencent à arriver. On commence à voir les premières demandes d'habilitation qui sont déposées dans le cadre d'alliances qui nous arrivent. Voilà, ça, ce sont des choses qui se prévoient et qui mettent du temps, évidemment, à intervenir. Il y a des défis, bien sûr, je ne vous apprendrai rien en disant qu'il y a un certain manque d'homogénéité, évidemment, entre les systèmes nationaux d'enseignement supérieur, qui perdurera probablement, mais ça fait partie aussi des défis que rencontrent les alliances. Il n'y a évidemment pas les mêmes calendriers
calendrier académique, pas les mêmes façons de concevoir les nouveaux formats de mobilité et de les intégrer dans les programmes des étudiants. Donc tout ça, ce sont des sujets qui font partie des discussions constantes des alliances et qui continueront certainement. Je ne pense pas que les alliances parviendront à complètement homogénéiser le système d'enseignement supérieur, donc c'est sûr que ça fait partie des défis. Au niveau financier, on est très heureux évidemment d'avoir une subvention de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui est tout à fait cruciale au bon fonctionnement des alliances, mais on se rend compte aussi que les budgets qui sont nécessaires aux alliances aujourd'hui dépassent la subvention qui est reçue de la Commission européenne et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et qu'à ce niveau-là, il y a des inégalités importantes entre les établissements et entre les pays. Et donc il y a toute une attention à avoir à ça pour maintenir un financement qui correspond à la réalité des besoins et qui permet d'éviter des disparités et des écarts trop importants entre les différents pays qui sont membres de ces alliances. Quoi qu'il en soit, en travaillant sur ces différents challenges, les universités européennes et l'ARES ouvrent une voie qui doit être bénéfique pour l'internationalisation, pas uniquement des alliances, mais de tous les établissements d'enseignement supérieur. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient réellement à cœur. On sait très bien que tous les établissements n'en sont pas membres, mais ça n'empêche que les discussions qui sont créées en leur sein génèrent des émulations pour tout le monde. Ça fera probablement partie des discussions aujourd'hui, mais je pense qu'on peut déjà dire que c'est le cas. Je vous parlais de l'avis sur les habilitations qui ouvre une réflexion au-delà des alliances. C'est aussi le cas pour des réflexions, par exemple, qui sont menées au sein de notre JET et Codiplomation. Les experts qui se posent des questions au sein des alliances contribuent aussi aujourd'hui aux réflexions qui ont lieu de façon plus large à l'ARES sur l'abaissement des difficultés administratives qu'on rencontre pour créer des codiplomations de façon plus large. Il y a certaines de ces personnes que je vois aussi à la tête qui sont présentes aujourd'hui. Donc je pense que les échanges de l'ARES aujourd'hui bénéficient de façon très large des conséquences et des questionnements que les alliances peuvent amener aussi dans le paysage de l'internationalisation de l'enseignement supérieur. Si demain, je vous le disais, on parle d'un diplôme européen, c'est quelque chose qui ne sera pas uniquement réservé aux alliances et qui pourra aussi avoir lieu en réflexion et en concertation avec tout le monde ici. J'en arrive, je vois le temps qui file. Au midi de l'ARES et aux deux thèmes qu'on vous a choisis plus spécifiquement aujourd'hui, le local et l'innovation. Ce sont deux thèmes qui sont tout à fait centraux dans le travail des alliances, qui ont pour objectif d'innover en matière pédagogique, en matière de recherche, en matière de création de programmes académiques, je vous l'ai dit, tout en s'ancrant très fortement au niveau local pour favoriser leur développement. Je vous parlais tout à l'heure du fait que l'internalisation est conçue aussi au service du déploiement plus large des missions première des établissements. Je pense qu'avec ces deux thématiques, on est vraiment dans le cœur du sujet aujourd'hui. Je vais maintenant laisser la parole à Cindy qui va vous expliquer un petit peu plus concrètement comment ça va organiser. J'en profite pour la remercier pour l'organisation du Midi de l'ARES et pour déjà remercier les intervenants. Et je lui cède la parole. Merci Charline. Alors, comment est-ce que ça va se dérouler aujourd'hui? On va avoir un Midi de l'ARES qui se sépare en deux parties, une partie davantage orientée locale et une partie davantage orientée innovation. Pour la partie locale, on a 3 alliances, Unique, Unigreen et Universaire. Et pour la partie innovation, on aura Circle U, Civis et Eunice. Oups. Ça, c'était l'introduction de Charline. Avant de commencer à rentrer vraiment dans le vif du sujet avec les panels, on a proposé à nos intervenants de faire un petit exercice, à savoir de présenter leur alliance en 180 secondes, vraiment vous permettre de comprendre comment elle fonctionne, donc pas forcément rentrer dans le sujet du local ou de l'innovation, mais vraiment de vous donner un avant-goût assez rapide de ce que sont ces différentes alliances. Donc on va commencer avec Florence Hauteker, que je vais appeler ici. Donc Florence est coordinatrice de l'Alliance Unique. Elle travaille pour l'ULiège pour les réseaux interuniversitaires. Et Sylvain, je peux peut-être aussi te demander déjà de venir t'asseoir. Sylvain. Merci. C'est dur, j'ai l'honneur de me lancer. Je peux y aller? Donc voilà, nous, on a vraiment rejoint une alliance. Je regarde par là. Oui, si tu sais mettre mon PowerPoint. Ouais. Voilà, super. Donc nous, Université de Liège, on a vraiment décidé de rejoindre une alliance qui mettait au cœur de ses préoccupations l'inclusion et la recherche engagée. Il
Il faut savoir qu'on est dans une alliance qui rassemble des universités qui sont implantées dans des villes post-industrielles avec des grands défis sociétaux, écologiques, économiques. Et donc, on voulait vraiment former la génération de demain à relever tous ces défis urbains. Alors, pour ça, on a développé plusieurs outils, et notamment des outils de co-création comme les City Labs, qui sont vraiment des espaces de discussion entre citoyens, décideurs publics, chercheurs, professeurs, toute personne intéressée. Et on a une particularité dans notre alliance, c'est que les villes sont directement nos partenaires associés, ainsi que certaines associations de terrain et du territoire. Et donc, en fait, tous les processus dans nos alliances sont vraiment faits en co-création et en consultation avec ces villes. Notamment, on a dégagé 7 lignes thématiques prioritaires qui sont le résultat de ces consultations. Et donc, en fait, on veut vraiment faire réfléchir nos étudiants, qui sont les citoyens de demain, à travailler sur ces thématiques. Et donc, il y a vraiment cette idée du processus local, donc rassemblement City Lab de nos étudiants, des personnes impliquées. Et on fait remonter tout ce qui est discuté au niveau de l'Alliance pour pouvoir comparer avec des solutions innovantes dans les autres villes, dans les autres universités. Et on essaye de faire une espèce de mise en commun. Et donc, ça a mené notamment à la création aussi de 3 centres d'expertise, 2 masters conjoints à 8 partenaires. Sylvain pourra en présenter un en particulier. Mais aussi, oui, plein d'événements conjoints, un répertoire de bonnes pratiques. Et on n'oublie vraiment pas la recherche, puisqu'il y a cette idée de recherche engagée qui sert aussi à appuyer notre programme d'études. Des exemples de réalisation, par exemple, à Liège, on a eu, il y a 2 ans maintenant, une summer school sur le bien vieillir à Liège. Et on a vraiment pu exploiter cette méthodologie unique de partage et de co-création, puisque dans les participants, il y avait notamment des étudiants de plusieurs disciplines différentes intéressés, mais aussi des représentants d'associations, par exemple associations de personnes porteuses de handicap, ou simplement des personnes âgées, des citoyens âgés. Et donc, en fait, ces personnes ont pu travailler pendant 3 jours sur vraiment chercher des solutions à des défis urbains pour le bien vieillir à Liège et vraiment voir l'impact que ça avait sur le bénéficiaire final. Et donc, voilà. C'est un exercice difficile et 3 minutes 10 secondes, donc c'est parfait. La deuxième intervenante, c'est Morgane Lamoureux. Donc Morgane est coordinatrice du Work Package 5 d'Unigreen. Après avoir travaillé dans la grande distribution et comme consultante en e-business, elle est rentrée à la HEPL en 2011. Elle a démarré comme enseignante et comme gestionnaire de dossiers au Bureau des Relations Internationales et elle est actuellement responsable du Bureau des Relations Internationales et continue d'enseigner le cross-cultural marketing. Merci. Voilà, je vais essayer de faire aussi bien que ma prédécesseur. Unigreen, donc en fait, on a une alliance de 8 partenaires différents. On a des partenaires en Espagne, en Bulgarie, en Islande, au Portugal, en France, en Italie et en Pologne. Alors, les objectifs d'Unigreen, c'est de devenir la principale université européenne dans le domaine de l'agriculture durable, de la biotechnologie et des sciences de l'environnement et de la vie, mais aussi de soutenir la transition verte, booster l'innovation et rester connecté au monde entier pour tous et avec tous. Alors, nos spécificités dans Unigreen, il y en a 4 que nous avons relevées. Donc, il y a la première qui est le fait que nous soyons axés sur la biotechnologie et l'agronomie. Nous sommes également axés sur le vert. Donc, on essaye d'intégrer le vert dans les cours, dans les mobilités, avec des mobilités hybrides par exemple, et lors de nos événements. On est aussi axé sur l'inclusion, la diversité et le multiculturalisme, qui est un des groupes, le groupe que la HEPL coordonne au sein de l'Alliance.
Et alors, un point qui est important, donc on est dans les 8 partenaires, ce sont des établissements d'enseignement supérieur divers et variés, dans le sens où il n'y a pas que des universités. Donc, il y a nous, Haute École. On a des partenaires, le partenaire portugais, qui est un institut polytechnique, et le Paris Subbiotech, qui est une université privée. Alors, au niveau du local, on a pu mettre en place en fait, un calcul d'empreinte carbone. Donc, ce calcul est fait en fonction donc, des réunions qui ont lieu en ligne et en présentiel pour tous les partenaires de l'Alliance. Et ensuite, l'idée est donc de compenser en respectant la faune et la flore locale dans chaque pays. Alors, d'autres initiatives qu'on a pu mettre en place et qu'on met en place au sein d'Unigreen. Donc, il y a des initiatives de travail à distance, donc afin de diminuer les émissions de CO2. Lors de nos événements, donc lors des conférences, des réunions, etc., on essaye vraiment d'intégrer d'axer sur la durabilité, avec par exemple l'intégration de participation virtuelle. On essaye aussi d'agir sur les mobilités mixtes et virtuelles et d'élargir ce type d'options de mobilité à tous les étudiants, les enseignants, le personnel. Et alors aussi l'utilisation de matériel durable lors de nos événements et lors de la conception d'outils promotionnels. Voilà. Ouais, 7 secondes de moins. Alors, notre troisième intervenante, c'est Anne-Sophie Libert. Elle est professeure ordinaire au sein du département de mathématiques de l'Université de Namur. Experte en mécanique céleste, ses recherches s'intéressent à la formation et l'évolution des systèmes extrasolaires, force de traité d'enseignement. Au sein de l'Alliance Universée, elle est en charge du Master in Space Sustainability. Alors, l'Université de Namur a rejoint l'Alliance Universée en décembre 2022. Donc, vous voyez nos partenaires qui sont situés un peu partout en Europe, aussi bien en Suède qu'en Italie, qu'en France, qu'en Pologne, au Luxembourg ou en Allemagne. Et alors, l'adhésion de l'Université de Namur vraiment à l'Alliance Universée, elle constitue une avancée stratégique qui renforce le rayonnement à la fois régional et international de l'université. Alors, rejoindre l'Alliance, pour nous, positionne l'université comme un acteur clé parmi les autres universités, puisqu'on était les dernières à rejoindre une alliance, pour renforcer les initiatives internationales de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ça a aussi permis à l'UNAMUR de prendre part et de contribuer activement aux discussions stratégiques qui sont liées aux priorités de l'enseignement supérieur européen. Alors, au niveau régional, en plus de valoriser nos compétences qui sont reconnues dans la recherche spatiale, l'UNAMUR valorise également son expertise dans des domaines clés pour le développement socio-économique de la région wallonne, comme par exemple la transition écologique, les technologies du numérique ou encore la médiation scientifique. Au niveau plutôt international, Universé offre des avantages concrets réellement à toute la communauté universitaire. D'une part, d'abord les étudiants, parce qu'ils bénéficient réellement d'une offre de cours qui est complètement élargie et à des programmes qui sont innovants, dispensés par nos partenaires de l'Alliance, mais ils ont aussi l'opportunité d'améliorer leurs perspectives d'emploi à l'international. Alors au niveau des services institutionnels, puisque eux-mêmes apprennent à améliorer leurs pratiques, leurs procédures de gestion dans un contexte international. Et puis finalement, évidemment, au niveau des chercheurs et des enseignants qui élargissent leurs possibilités de collaboration académique avec des partenaires européens privilégiés pour développer évidemment des projets de recherche ambitieux. Alors, quelle est la spécificité de l'Alliance Universée ? Alors, elle se distingue des autres universités par sa thématique centrale, qui est donc le spatial, et qui est explorée dans toute sa richesse et vraiment dans toute sa diversité. Alors, sous l'appellation European Space University for Earth and Humanity, l'Alliance dépasse vraiment les frontières disciplinaires pour aborder des enjeux liés au spatial, mais dans toutes ces dimensions, donc dans des angles aussi bien scientifiques que technologiques, que économiques, sociétaux, culturels ou encore environnementaux. C'est vraiment cette approche transversale qui est le cœur même de l'Alliance Universée. Et l'Alliance
fédère 7 universités européennes, mais elles partagent toutes la même ambition commune de répondre aux défis sociétaux et environnementaux qui sont associés à la politique spatiale européenne. Alors, un exemple de réalisation concrète qui a été rendu possible par le fait que Namur a rejoint une alliance, c'est le développement du Master en Space Sustainability. Alors, il devrait débuter en 2025 et il consiste en une codiplomation entre l'Université du Luxembourg et l'Université de Namur, mais avec une participation active des 5 autres partenaires de l'Alliance. Et il propose un cursus innovant qui est transversal et qui est évidemment international. Et le but est de répondre à l'enjeu sociétal majeur d'aujourd'hui, à savoir la durabilité dans le secteur spatial. Donc la durabilité de l'espace, c'est vraiment une notion importante et ça consiste à s'assurer que les activités spatiales qui sont menées actuellement le sont de manière à préserver l'environnement spatial pour les générations futures. Et ça, c'est vraiment important. Et évidemment, c'est une problématique qui est complètement interdisciplinaire et qui nécessite une expertise dans plein de disciplines diversifiées, comme les mathématiques appliquées, la physique, l'ingénierie, le droit ou l'économie. Et évidemment, sans l'Alliance Universée, ça aurait été impossible d'arriver à un tel niveau de collaboration multidisciplinaire autour d'une thématique centrale et en regroupant aussi bien les partenaires de l'Alliance, mais également des acteurs industriels, partenaires de l'Alliance dans tous les pays de l'Alliance. Merci. Merci à tous les trois. Alors, je me permets également de présenter une personne en plus dans ce panel. Donc, c'est Sylvain Marbehan, qui est coordinateur depuis 2 ans des actions du projet unique relative à l'enseignement et la mobilité entre les universités. Alors, pour commencer, la première question, c'est est-ce que vous pourriez nous parler d'un projet très spécifique que vous avez réalisé? Alors, certains l'ont déjà un peu abordé, mais est-ce que vous pourriez également nous faire part des difficultés peut-être que vous avez eues dans cette mise en place? Je démarre. J'en ai parlé en quelques mots dans ma présentation, mais donc nous, c'est vraiment ce qui nous tenait à cœur, c'était la compensation de l'empreinte carbone chez tous nos partenaires. Donc le calcul, c'est pas moi qui l'ai fait, évidemment, ce sont mes collègues spécialistes du domaine, mais qui calculent chaque année le nombre d'arbres à planter en fonction du nombre de réunions qu'on a en distanciel et en présentiel. Ensuite, l'idée est de définir des espèces d'arbres localement, donc en fonction de nos partenaires, les espèces à planter ne sont pas les mêmes, on ne plante pas la même chose chez nous qu'en Islande par exemple. Oui. Et la difficulté, c'est peut-être de définir les espèces et les lieux. Donc, par exemple, je sais que nos collègues du Portugal ont subi un incendie assez violent il y a 2 ans. Leur idée, localement, c'est vraiment d'essayer de replanter dans des endroits spécifiques pour favoriser la biodiversité. Alors, un projet local pour l'Alliance unique auquel participe l'Université de Liège. On souhaitait mettre en avant nos fiertés, mais un des projets vraiment qui nous a vraiment bien occupés dans la première phase de la participation, c'était un master à 8 qu'on a co-organisé au sein de l'Alliance unique. Donc un master diplôme à 8, donc ça veut dire que les 8 universités donnent un diplôme de master au terme de ce cycle de 2 ans. Et donc, la spécificité de ce master est notamment sa thématique. Le master s'appelle REPIC comme Redesigning Post-Industrial Cities. Donc, l'idée et l'enjeu est sur 2 ans de mobiliser les étudiants sur tous les enjeux, les thématiques et les challenges des villes post-industrielles et de les inscrire dans la transition. Alors, donc, on a pour ce faire développé un schéma de mobilité assez spécifique, ayant 8 universités, à la différence de Master A4 où par exemple on organise un quadrimestre par lieu. Ici on a mis en place un schéma de mobilité qui permettait aux étudiants de choisir de ce qu'on appelait nous des tracks, des trajectoires, qui permettaient à chaque étudiant de se familiariser, de se confronter aux différentes villes qui participaient au master. Donc un schéma par exemple, c'était démarrer chez nos partenaires de Bochum en Allemagne, ensuite une spécialisation à Deusto Bilbao au second semestre, troisième
morceau chez nous à Liège, par exemple. Donc, on a nos premiers étudiants en REPIC qui sont actuellement à Liège, et ensuite un master dans une 4e ville. Et alors, pour le volet local, donc au-delà de la possibilité dans ce master de participer et de traverser un minimum de 4 villes de l'Alliance, vu la thématique qui est la transition des villes post-industrielles, on a implémenté dans le master justement la logique, l'outil qu'on appelle nous City Lab, c'est-à-dire 2 moments très forts d'une semaine environ, où les étudiants à Bochum d'abord et ensuite à Cork se retrouvent et rencontrent notamment des acteurs du territoire, etc., et se confrontent à des défis et challenges des territoires dans lesquels ils sont. Donc ça, c'est vraiment l'ancrage local qui est spécifique au master. Et de manière plus générale, donc, dans l'ensemble des cours qui sont donnés dans ce master, on essaie de mettre en avant justement la participation à ces dynamiques et ces échanges locaux entre l'université et la société civile et nos partenaires issus du territoire. Et donc les 2 exemples ici qui viennent plus récents, c'est notamment sur des visites de terrain de nos étudiants, sur par exemple les friches en développement sur la commune de Sorin, qui a connu, comme vous le savez, il y a plusieurs années, des grands défis sur ces sujets-là. Et un autre exemple, c'est à nouveau à City Lab que la ville de Liège qu'on a organisé avec la ville de Liège et auquel pouvaient participer nos étudiants du master REPIC. Voilà, juste conclure sur le master, c'est que mais ça j'y viendrai après. J'aimerais sur la même question. Donc je vous l'ai déjà expliqué. Donc on est en train de créer un master sur le Space Sustainability. Et en fait, les premières étapes sont vraiment les étapes les plus motivantes, puisqu'on trouve une thématique. Donc ici, dans l'Alliance Universelle, il y aura 3 masters. Ça, c'est le premier qui est sur les rails. Ensuite, on regarde autour de la table les forces de chacun de nos partenaires dans cette thématique-là. Par exemple, le Luxembourg est spécialisé dans le droit du spatial. Nous, on est peut-être plus sur l'astrodynamique et les débris spatiaux. Et donc, chacun apporte autour de la Terre aussi bien des points de vue techniques et scientifiques qu'au niveau des sciences humaines, pour avoir vraiment un programme de 120 crédits sur 2 années qui est vraiment complet dans toutes les disciplines. Et après, vient la concrétisation réelle. Donc, penser au cheminement de mobilité des étudiants. Ça, c'est vraiment compliqué. Et également à mettre en place des co-diplomations, à combien de pays, etc. Ça, c'est vraiment les questions les plus ardues sur lesquelles il ne faut pas se casser les dents. Et donc, chacun essaie de trouver des solutions. Donc, nous, ici, on a choisi une co-diplomation avec l'Université du Luxembourg parce qu'on voulait un diplôme qui était au moins de 2 partenaires de l'Alliance et un diplôme fort européen. C'était notre souhait. Ce qui implique un semestre au Luxembourg obligatoire, un semestre à Namur obligatoire. Et la 2e année, on laisse les étudiants, on leur laisse la possibilité de choisir leur partenaire ou leur lieu dans l'Alliance où ils ont envie d'aller, en fonction plutôt peut-être des différentes options qu'ils souhaitent suivre dans le master. Donc c'est plutôt de cette manière-là de faire. Mais c'est vrai qu'il y a toujours encore beaucoup de challenges. Petit à petit, dans la création, on voit bien qu'on n'a pas pensé peut-être à tout au début, mais c'est vrai quelque chose que on espère pouvoir lancer un cheminement de pensée et pouvoir se servir des cheminements de pensée des autres alliances pour essayer de faire le mieux pour nos étudiants. Merci beaucoup à tous les 3. J'ai des questions pour vous pousser un peu plus loin, mais parfois vous avez déjà donné des éléments de réponse, donc si vous ne souhaitez pas rebondir, alors c'est pas un souci. Mais ici, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur un peu le futur de ces projets, comment vous les voyez sur du long terme, quelles sont vos attentes par rapport à ça? Nous, en fait, comme Charline l'a évoqué tout à l'heure, on n'est pas tous au même stade dans les alliances. Donc, Unigreen, on a l'habitude de le comparer à un arbre. Donc, on a planté les graines en 2020 et 2022. Ici, on est dans la phase où on consolide les racines. Et on espère que ça portera ses fruits en 2033. Donc, voilà, on n'a pas encore beaucoup de recul, nous, sur l'évolution du projet. Maintenant, ce qu'on aimerait, c'est passer en fait de la réaction à l'anticipation et compenser. Donc, je reviens sur le sujet central, mais compenser l'empreinte carbone anticipativement et pas pas par après. Je vais y arriver.
Alors, pour ce qui est du devenir du projet, donc plus spécifiquement par rapport à l'ensemble des activités, des actions qu'on mène dans Unique, la spécificité de ces masters, c'est qu'ils inscrivent les collaborations dans le temps. Donc, on a en effet beaucoup transpiré pendant 3 années pour mettre ça au point. Donc, mobiliser les 8 universités, avoir un diplôme à 8 partenaires. Mais donc, une fois que maintenant le master tourne maintenant depuis donc la première entrée est 2 ans, donc on a nos premiers étudiants à Liège, et ça c'est une réussite. L'intérêt c'est on inscrit le partenariat dans au moins le moyen terme. C'est-à-dire que tant que le master rayonne et est attractif, on a l'assurance d'un partenariat qui fonctionne. Et donc, d'autant plus que comme le master est conçu dans la logique d'Unique, ou notamment avec la dimension locale, on essaye vraiment d'amener les étudiants à travailler, à échanger avec les acteurs du territoire, et on a cette dynamique qui est vraiment au cœur de l'offre de formation. Donc ça peut alimenter on va dire, les dynamiques de co-création plus générales. Donc voilà, tout ce qu'on va faire avec ces étudiants et les rencontres dans la ville vont alimenter nos partenaires au sein de la ville, mais vont également alimenter les chercheurs et les académiques qui travaillent dans ces différents échanges. Un autre aspect, c'est également qu'on a, on a ici une vingtaine d'étudiants à la première rentrée, mais on en attend 40 à 50 à la rentrée prochaine. Donc potentiellement, ce sera nos étudiants qui seront pleinement affiliés à cette université européenne. Et donc là, on a la constitution, après quelques années, d'une collection, d'une communauté d'étudiants et d'alumni à terme qui seront clairement produits, alimentés de cette dynamique. Et donc c'est ça qui nous alimente le plus. Donc on a un deuxième projet de master qui doit encore se concrétiser à nouveau à 8, mais c'est vraiment des outils qui sont complètement intégrés dans la logique du partenariat et qui nous assurent d'aller au-delà vraiment des financements avec les projets dans lesquels nous sommes actuels. Et donc ça, on est très heureux. Oui, donc pour nous, on est un peu comme à la dernière phase, juste avant l'accouchement. Donc on attend avec plaisir d'espérer de pouvoir démarrer en septembre. Et alors on est plutôt ciblé peut-être sur la deuxième partie du master, la deuxième année, puisque là, on va vraiment utiliser le tissu social, le tissu économique wallon, tout l'écosystème wallon qui est vraiment basé sur le spatial. On a beaucoup de partenariats avec tous ces acteurs économiques et industriels, et c'est pour les faire participer dans la deuxième année du master, mais aussi pour envoyer nos étudiants en stage et leur faire réaliser leur mémoire là-bas. Et donc c'est vraiment, ici on est plus dans peut-être la partie suivante qui consiste vraiment et ça c'est le thème du jour, le local, vraiment à essayer d'aller voir les forces et ce que les entreprises ont envie d'apporter dans notre master. Apparemment, il y a un grand intérêt, donc on est très heureux. Et inversement, nous, on a de plus en plus d'intérêt, et aussi peut-être pour essayer petit à petit de développer plus de recherche en commun avec l'écosystème wallon, pour essayer de renforcer aussi le niveau de recherche et en profiter pour mieux se connaître. Merci. Non. Oui. Donc merci pour ces réponses. Une autre question. Avec ces avancées, ces projets et la mise en place de vos alliances et leur structuration de plus en plus forte, quelles sont les retombées qu'on pourrait attendre sur la FWB en général, mais également peut-être sur les autres établissements aussi, avec toute l'expérience et tout ce que vous avez appris finalement grâce à ce développement de vos alliances? Je me lance, c'est ça. Je dirais, nous, c'est ce qu'on peut avoir comme avancée, c'est l'internationalisation de nos formations, avoir plus de visibilité au niveau de l'international et être plus actif, en tout cas pour une haute école. L'avantage aussi qu'on peut peut-être avoir, c'est tirer vraiment les bonnes pratiques de tous nos partenaires et les mettre en commun et pouvoir les implémenter chez nous. Voilà. Alors, sur ce volet-là, donc peut-être plus spécifiquement par rapport à ce master à 8, donc ce qui nous attire dans ce type de diplôme, c'est d'une part l'aspect attractivité. Donc on a aussi donc c'est un master Erasmus Mundus, donc potentiellement qui est susceptible d'attirer des étudiants hors de l'université de l'Union européenne. Donc ça, ce facteur d'attractivité était en effet assez important pour aussi avoir un quorum important d'étudiants dans ce type de formation qui est très coûteuse au niveau des universités en termes d'investissement. Un autre aspect, c'est aussi plutôt l'ancrage avec le territoire. Donc, l'idée de développer une offre de formation qui, sur les thématiques de la transition du territoire,
de mettre en place au niveau local toute une série de synergies, de collaboration avec la ville de Liège, avec d'autres acteurs, notamment dans l'associatif. C'était aussi une manière de faire du win-win avec ces partenaires-là. Donc voilà, l'idée c'est donc voilà, l'attractivité de manière plus consensuelle, mais aussi de faire de ce master et faire plus généralement ici, c'est aussi la logique du projet unique, d'utiliser l'université comme un moteur de développement, de transition, par toutes les synergies qu'on a présentées, moi ou Florence. Donc évidemment, pour les étudiants, l'impact sera réel, puisque c'est vraiment une formation beaucoup plus internationale. Ils vont s'externaliser, ils vont avoir beaucoup plus accès à des offres d'emploi en Europe, à multilinguisme, ils vont rencontrer des gens qui viennent vraiment d'universités complètement différentes, donc c'est vraiment une grande ouverture. Point de vue de l'enseignement, évidemment que nos cours en bénéficient, puisqu'on apprend exactement, comme on vient de dire, les bonnes pratiques des autres, et donc ça c'est vraiment très, très chouette d'avoir des autres manières de pouvoir positionner des cours différemment en fonction de ce qu'on entend à l'extérieur. Et l'impact plus général en Wallonie, en Fédération Wallonie-Bruxelles ou en région wallonne, c'est clairement d'aller dans le tissu. Il y a énormément de demandes d'emploi dans le secteur spatial de la Wallonie. Il ne faut pas aller très très loin dans les autres pays aussi, mais en Wallonie énormément, auxquels on ne sait pas vraiment répondre parce qu'il n'y a pas de master dédié sur toutes ces questions-là. Et donc c'est commencer à initier un nouveau processus qui va pouvoir établir des liens et former cette génération de spécialistes à la fois scientifiques et à la fois dans les sciences humaines qui sont nécessaires maintenant dans les industries et dans la dynamique du spatial. Merci. Alors, je vais vous proposer peut-être d'ouvrir le panel aux questions de la salle. Je sais que c'est toujours un peu dur de casser le silence et d'oser la première question, mais est-ce que vous avez des questions à poser? Oui. Merci. Je vais poser la question de manière très pragmatique, mais il y a évidemment d'autres intentions derrière. Donc c'est une question pour Monsieur Marbehan. Je suis très, très admiratif que vous réussissiez à faire un vrai master avec 8 universités. Et j'ose à peine penser au boulot que ça a dû et que ça doit vous demander. Alors concrètement, pour l'étudiant, quand il regarde son diplôme, qu'est-ce qu'il voit dessus? Les noms des 8 universités, même s'il n'a pas fréquenté les 8, ou bien est-ce que c'est réduit à un petit pool? Comment ça marche? La certification est-elle assumée par toutes? Alors, donc, pour ce master, on avait la chance d'avoir 8 masters existants. Et donc une offre de formation, on va dire, qu'on pouvait remobiliser et adapter. Donc ça, c'était une des conditions qui a fait que, voilà, on a 2 projets de master à 8. Il y en a un qui est un peu plus compliqué parce qu'il faut créer des offres qui n'existent pas encore. Mais donc, en effet, à terme, l'étudiant on a 8 universités qui co-diplôment avec, par exemple, pour le cas en Fédération Wallonie-Bruxelles, on a un master existant et on crée une option. Une spécialisation, ça c'est un terme que vous connaissez plus facilement. Il y a une spécialisation qui nous permet de co-diplômer. Donc cette option-là existe dans d'autres pays et chaque pays a pu prêter ce master existant à ce master conjoint. Voilà. Donc mais donc c'est un diplôme belge, communauté française. Oui, notamment, mais pas que. Et c'est aussi un diplôme des 7 autres. Exactement. Exactement. Bonjour tout le monde, je suis Kevin Guillaume, je suis le secrétaire général de Circle U. Très content de voir beaucoup de têtes connues et de revenir ici. J'ai une question peut-être un peu provocative, mais je me la pose tous les jours vu mon rôle dans l'Alliance aussi. Qu'est-ce qui fait que être dans cette Alliance est différent d'autres projets européens? Parce que vous parlez, c'est des très bons exemples de masters conjoints, de programmes conjoints, etc. Mais c'est la même chose finalement des Erasmus Mundus qu'on fait depuis plus de 20 ans. C'est aussi des partenaires stratégiques qu'on connaît aussi dans l'action clé 2 de Erasmus depuis aussi 20-25 ans. Qu'est-ce qui fait selon vous que d'être dans cette alliance est vraiment quelque chose de différent que finalement un autre projet européen? Je pense que c'est une question qu'on a aussi très très souvent. Donc on est rattaché aux relations internationales et en effet on traite de conventions Erasmus et de mobilité étudiante au même titre. Donc on a la mobilité étudiante conventionnelle au sein d'UNIC
mais qui complète la mobilité qu'on avait par ailleurs avec d'autres universités. Et donc on se pose la question, qu'est-ce qui est spécifique à cette coopération? Et donc, à ce stade, on a certainement 2 niveaux de réponse. Le premier, c'est au niveau du staff, donc au niveau des personnels de l'université. Le dispositif des universités européennes fait qu'on travaille ensemble avec d'autres universités. On ne travaille pas en bilatéral, mais on travaille à plusieurs. Ce qui rend les choses compliquées, mais ce qui enrichit les échanges. Et on se voit très régulièrement. Donc on fonctionne avec, comme j'imagine vous, avec des conférences de travail où toutes les délégations se retrouvent à un moment donné pendant quelques jours et on échange sur des sujets, donc sur les instruments, sur nos délivrables. Donc le fait d'impliquer les staffs des universités dans ces collaborations est une première spécificité, un premier enrichissement. La deuxième étape, et ça c'est quelque chose qu'on a un parcours et réussi, c'est la mobilité. Donc là je parle uniquement de ce qu'on a, parce que c'est un projet Erasmus. La mobilité au sein des universités européennes, on espère qu'elle soit spécifique. Et donc nous, on essaye de mettre cette couleur, par exemple, relation avec les villes, dans le maximum de nos actions. Pas toujours, donc quand on développe des masters conjoints dans des domaines de niche, comme par exemple le Spatial Sciences, qui n'est pas ce domaine-là, mais presque. Donc là, on est dans un domaine de niche et c'est difficile de convaincre la ville de Liège de s'impliquer. Par contre, dès qu'on a l'opportunité d'organiser un City Lab, etc., on essaye de donner cette couleur. Mais c'est vrai que c'est un défi, c'est qu'est-ce qui nous rend spécifique par rapport aux autres mobilités. Et c'est, à mon avis, quelque chose qui doit être fondamental et fondateur pour nos actions futures. C'était une belle réponse. Pour réagir aussi, en fait, l'Alliance, elle nous a permis de rajouter une offre encore plus variée pour tous nos étudiants non traditionnels. Donc en fait, toute personne qui va vouloir avoir une expérience internationale ou une mobilité va trouver quelque chose dans notre palette de l'Alliance unique. Donc que ce soit un petit cours en ligne ou que ce soit un professeur qui vient dans le cadre d'un autre cours ou que ce soit un master complet, j'ai l'impression que n'importe quel profil d'étudiant va pouvoir trouver quelque chose qui est proposé dans l'Alliance et que ça, c'est vraiment quelque chose en plus par rapport aux offres plus classiques. Je vais peut-être me permettre de vous poser une dernière question. Je précise, je ne le rappelle pas, mais vous aurez aussi l'occasion de poser des questions à tous les intervenants à la fin du midi. Donc ici, si vous avez d'autres questions, ce n'est pas perdu. Et puis, il y aura encore un panel, comme je le dis. Mais une dernière peut-être question de ma part. Noël arrive. Donc, si je vous demandais un souhait que vous pourriez adresser à l'UE ou à la communauté française en termes de, disons, financement ou d'habilitation, peu importe, qu'est-ce qui serait pour vous le plus utile? Si tu parles des habilitations, on va faciliter les doubles diplômes. Et alors, je rejoins un peu ce que Sylvain a dit. Promouvoir les mobilités internes aux alliances et aider à ça, en tout cas. Oui, nous, c'est exactement l'habilitation, évidemment, on est en plein dedans. C'est clairement ça. Je dirais aussi peut-être qu'on a un horizon avec une date butoir pour les alliances. Et donc voir un peu, parce qu'on va devoir petit à petit se poser la question de comment on va perdurer, comment on va fonctionner après. Donc le master, pour nous, c'est une solution qui peut continuer effectivement jusqu'à ce que la demande des étudiants suive, bien sûr, mais c'est une façon de s'inscrire dans le temps, sans limite de temps. Et donc peut-être effectivement penser à ce qui va se passer après, quand les financements ne sont plus prévus, parce que ça va poser peut-être beaucoup de problèmes. Surtout qu'on est en train d'habituer les étudiants à avoir cette mobilité, finalement, ils vont commencer à regarder les autres cursus, les autres partenaires, etc. Et donc, voilà, qu'est-ce qu'on fait dans quelques années? Est-ce qu'on ferme la porte et il y aura une génération dorée? Voilà, c'est peut-être un souhait pour Noël. Et peut-être, après, Noël est dans 2 semaines, donc c'est vraiment très court terme. Mais peut-être simplement, mais je pense qu'on est tous alignés sur ça, c'est que donc il y a cette ambition de l'Union européenne d'avoir 50% de mobilité pour l'ensemble des étudiants. Mais je pense qu'ici, on n'est pas dans ce schéma-là, dans le sens où plus
on s'implique dans... Et puis on a conscience des difficultés de développer. Donc par exemple, voilà, c'est beaucoup d'énergie pour parfois peu d'étudiants. Donc s'assurer que la spécificité de ces universités européennes, donc notamment avec les différents publics qu'on met en place, la spécificité des offres de formation qui sont la mobilité virtuelle ou justement de cet aspect transversal aussi. Donc c'est quelque chose qui devient de plus en plus consensuel et accepté, mais qui attire finalement assez peu, par bon millier d'étudiants qui fréquentent nos établissements universitaires. Mon souhait serait qu'on garde la conscience de cette spécificité et qu'on nous encourage à la poursuivre parce que c'est absolument fascinant. Merci à tous les trois pour vos interventions qui, je pense, étaient très intéressantes et qui ont été appréciées. Je vais inviter le panel suivant, le panel sur l'innovation. Donc, même concept ici, on va commencer avec les 3 présentations en 180 secondes et puis rentrer dans la conversation en panel. Donc, je vais demander à Fanny Meunier, qui est professeure d'anglais, de linguistique et de formation des enseignants à l'UC Louvain. Elle est la directrice académique de CU 1000, Circle U Multilingualism, Interculturality and Language Lab. Le CU 1000 offre des opportunités d'apprentissage formel et informel visant à développer les compétences multilingues et interculturelles de tous les étudiants et étudiantes et du personnel des universités de Circle U et à faire avancer la recherche dans ces domaines. Ok, ça va, merci beaucoup. Voilà, je vais faire le petit exercice en 180 secondes. Ça commence. Voilà. Alors, je vais vous présenter notre écosystème, donc l'écosystème de Circle U en quelques images. Voici la première image. En fait, ça vous permet de voir comment nous sommes organisés. Donc, c'est-à-dire qu'on a différents knowledge hubs ou des centres de connaissances, dirons-nous, sur des sujets bien précis. Donc, on a santé globale, démocratie, climat, intelligence artificielle. On a en transversal 4 plateformes, donc sur l'enseignement, l'innovation, Incubator, qui est plutôt sur l'entrepreneuriat, les Career Researchers, Community of Practices, qui est plutôt le soutien aux jeunes chercheurs, et le multilinguisme dans le CU 1000. Et vous voyez que ce qui nous rassemble au milieu, ce sont toutes les offres que Circle U donne tant aux étudiants, aux académiques, dont toutes les opportunités qu'on peut trouver se rassemblent dans un campus virtuel qui s'appelle l'Open Campus et qui est la porte d'entrée pour toutes les offres. Alors, et bien plus encore, parce qu'évidemment, ça, c'est une image qui peut vous donner une petite idée des thèmes centraux, mais derrière ça, il y a toutes les personnes, les étudiants, les chercheurs, les académiques, les équipes de gouvernance, les équipes de gestion, les Work Package Leaders. Donc, ce sont des gens derrière ces images. Alors, j'ai une autre image, non, ça c'est la deuxième, qui est simplement pour vous montrer le type de choses. Donc, vous voyez les opportunities donc pour les étudiants, pour les académiques, pour le staff. Et vous voyez le type de choses qui sont organisées. On peut aller voir, vous voyez là, je ne vais pas vous lire les différents thèmes, mais vous voyez la variété des thèmes qui sont offerts et qui sont disponibles pour tous. Et la petite dernière image que je vais utiliser, j'espère que vous en souviendrez, j'utilise souvent, que ce soit dans mes cours sur le multilinguisme, mais c'est valable aussi pour Circle U, ce sont des silos. Alors, je ne suis pas particulièrement fan des silos, mais les silos sont une bonne image pour montrer ce qu'on fait. C'est-à-dire que quand on est tout seul, on est dans un silo. Alors, ça peut paraître plus simple, plus net. On est dans un silo, mais en général, dans un silo, on met les mêmes choses. Tandis que quand on est dans une université européenne, on est plusieurs silos. On n'a pas tous la même taille, on n'a pas tous la même grandeur, mais on est connectés. Et donc, c'est cette idée de connexion qui permet de se dire, ben voilà, on est connectés. Et dans les universités européennes, que ce soit la nôtre ou les autres, je pense que ces connexions que vous avez remarquées en fonction des thèmes, cette transversalité, elle est présente là.
Et donc ça, je pense que c'est vraiment une force des universités européennes, c'est de sortir de son silo. Donc sortir de son silo, voir ce qui se fait ailleurs. Et après, ça nous permet aussi justement, quand on est sorti de son silo, de regarder un peu l'image de l'extérieur et de voir quelles sont les possibilités et de revenir à soi aussi et de se dire, ben voilà, j'ai été voir ailleurs, moi, qu'est-ce que ça change chez moi, comment je vais évoluer, comment je vais me transformer. Je n'ai pas du tout vérifié les secondes, je ne sais pas où j'en suis. Voilà, c'est tout. Et voilà les universités. Ça va. 3 minutes 14, j'ai déjà dépassé, c'est parfait. Voilà, merci beaucoup. J'invite François Hendricks, qui est professeur ordinaire à l'Université libre de Bruxelles, où il enseigne la sociologie des médias et la communication politique. Il a été doyen de la faculté des lettres et communication et il est conseiller de la rectrice de l'ULB pour l'Alliance Civis. Merci. Je crois que la façon la plus simple de présenter Civis, c'est de la voir comme un petit peu l'alliance de tous les superlatifs. C'est une des toutes grandes alliances. On compte, si on cumule les effectifs étudiants des 11 universités membres, plus d'1,5 million d'étudiants. On s'est aussi amusé à compter nos mérites. On a par exemple au total 43 prix Nobel à travers l'Alliance. Donc on est dans les alliances généralistes de grande taille et c'est quelque chose qui est à la fois un privilège parce qu'on a à notre disposition un ensemble de ressources et de connaissances et même d'infrastructures qui sont impressionnants et en même temps c'est un inconvénient parce qu'avec la masse et la taille viennent l'inertie tant dans les décisions que dans l'implantation des décisions. C'est aussi une alliance qui est très bien répartie. On se répartit de Glasgow à Bucarest, de Stockholm à Athènes, mais je devrais dire plutôt de Stockholm à Johannesburg, puisqu'on a aussi cette particularité d'être d'emblée tourné vers le sud et plus spécifiquement vers l'Afrique. Quand Civis a été créé en 2019, dès le départ, il était entendu que notre stratégie de collaboration avec les universités africaines allait être au centre de nos objectifs parce qu'on avait pris le parti de considérer que le destin de nos deux continents face aux grands défis sociétaux que nous connaissons actuellement sont intimement liés et qu'on aurait tout à gagner à profiter de cet élan des alliances européennes pour aller au-delà des frontières européennes et très spécifiquement au-delà de la Méditerranée. Il y a une thématique prioritaire qui traverse un peu tout ce qu'on fait à Civis, mais sans que ça soit obsessionnel, c'est l'engagement citoyen. On pense que là aussi, c'est quelque chose qui certainement est important pour toutes les universités, mais qui, chez nous, est une préoccupation particulièrement visible parce qu'elle traverse là aussi l'ensemble des domaines, l'ensemble des initiatives que l'on peut prendre. On essaie toujours de trouver dans tout ce qu'on fait une dimension qui apporte une plus-value en matière d'engagement citoyen, tant dans le chef de nos étudiants que dans le chef du personnel. Quand je dois expliquer ce qu'est Civis, mais plus généralement ce qu'est une alliance européenne, et donc peut-être que les autres alliances ici représentées s'y retrouveront, mais j'ai coutume de dire que les alliances servent essentiellement à 3 choses. La première, c'est à faire mieux ce que l'on faisait déjà dans la collaboration avec d'autres universités de haut niveau. On peut faire la même chose, mais en mieux. Ça permet aussi, et on y pense moins, de continuer à faire des choses que peut-être on devrait renoncer à faire parce qu'elles sont un petit peu moins à la mode aujourd'hui ou parce qu'on a des restrictions budgétaires ou pour toutes sortes de raisons. Là aussi, en unissant nos forces et nos compétences avec des universités de premier plan à travers l'Europe, on peut redonner un élan à ces domaines. Et puis c'est peut-être à ça qu'on pense le plus, c'est de ça qu'on parle le plus aujourd'hui. Ça permet surtout de faire des choses qu'on ne pourrait pas simplement, qui serait impossible de faire seul et qui, dans cette collaboration structurée et efficace, on peut le faire. Et je pense notamment à toute une série de domaines émergents dans lesquels il est très coûteux en personnel, en équipement et surtout très long de se déployer. Eh bien là, en unissant nos forces, pas nécessairement toutes les universités de l'Alliance, mais certaines, on est d'une efficacité qui serait inconcevable sans les alliances. Un petit peu à la façon de Circle U, on a aussi, nous, des hubs thématiques. On a 5 hubs thématiques associés à des grands défis sociétaux et on essaye dans ces hubs de stimuler et d'organiser des initiatives en matière d'enseignement et en matière de recherche. Ça fonctionne assez bien. Et on a aussi quelque chose, ça s'accroche un petit peu au thème du premier panel, mais au niveau de nos contacts locaux, on a dans chaque université membre ce qu'on appelle un Open Lab, qui est une structure qui veut stimuler et qui veut développer
la science participative dans toutes ses dimensions et donc les rapports entre l'université et son tissu social, économique et politique de proximité, donc les pouvoirs politiques, les entreprises, les milieux associatifs. Et on veut à travers ça développer des méthodologies, mais surtout permettre aux équipes qui y sont peut-être moins habituées à se lancer dans cette aventure qui vraiment n'est pas un effet de mode, qui fait partie de ces transformations de l'université à laquelle du coup les alliances vont nous aider également. On est une alliance du fait de sa dispersion qui est extrêmement diversifiée dans ses caractéristiques, dans les cultures même des universités. Et c'est une diversité que l'on nourrit et dont on est fier, sur laquelle on capitalise. Et en même temps, et ça je crois que c'est commun pour toutes les alliances, on essaye aussi d'harmoniser tout ce qui peut l'être. Et donc on est un petit peu dans cette tension permanente entre nourrir la diversité et essayer d'harmoniser ce qui concerne notamment tous les aspects administratifs et organisationnels. Je pense que ça résume un petit peu, oula, j'ai un petit peu débordé de mon temps, la façon dont je pourrais vous présenter Civis. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, dernier intervenant, c'est Ronnie Snyders, en fait, je n'ai pas demandé. Snyders, qui a obtenu son doctorat en chimie à l'UMONS en 2004. Il est aujourd'hui professeur titulaire à la faculté des sciences de l'UMONS, où il dirige le groupe chimie d'interaction plasma-surface depuis 2007. À l'UMONS, il a été membre du collège rectoral en tant que conseiller pour les questions interrégionales et est désormais membre du conseil rectoral en tant que coordinateur de l'université européenne EUNIS à l'UMONS. Merci. 180 secondes pour présenter UNIS, un défi, hein, mais quand on travaille aux alliances, on est habitué aux défis. Et donc, commencer peut-être par quelques chiffres, hein, on l'a tous un petit peu fait. Donc UNIS, c'est 10 universités dans 10 pays à travers l'Europe, hein, du nord au sud et de l'ouest à l'est, 155 000 étudiants, un peu moins que la précédente université, 15 000 collègues, 100 partenaires associés, hein, on en a parlé, c'est évidemment des partenaires importants dans le développement de ces universités européennes, et une AISBL qu'on a créée dès 2022, qui permet en fait de donner une existence légale à l'Alliance, à l'université, et donc qui permet sa pérennité après les financements européens. Mais UNIS, évidemment, c'est bien plus que des chiffres, hein. Donc, UNIS, c'est le consortium de 10 universités qui se ressemblent et qui ont à un moment donné partagé une même vision des choses, une même vision d'un nouveau modèle peut-être pour le monde universitaire européen. Alors, elles se ressemblent parce qu'elles sont toutes issues de zones géographiques excentrées, en tout cas par rapport aux capitales, hein, des pays, de régions en reconversion économique et donc avec un profil socio-économique particulier. Et dans ce contexte-là, il nous a paru important de développer une approche particulière en termes de formation universitaire, approche que l'on retrouve dans le C de notre joli acronyme, hein, UNIS. Donc EC pour Customized. Donc l'idée principale, le fil conducteur dans les actions de Nice, c'est de développer des activités qui sont sur mesure pour les étudiants, en prenant en compte leurs spécificités, leurs ambitions, leurs envies et leur parcours. Et donc, ça s'oppose évidemment à un modèle qui est plus universel d'université, où chaque étudiant, finalement, reçoit une formation qui est assez sensiblement similaire dans le domaine dans lequel il se développe. Et donc, cette individualisation, tant que faire se peut, des choses pour nos étudiants, est soutenue par des valeurs, hein, sur lesquelles on s'appuie dans nos actions. La première étant la responsabilité sociale. Il est évidemment clair pour nous, et c'est une des ambitions évidemment de l'Europe à travers cette initiative, qu'il ne s'agit pas uniquement de former des techniciens de haut rang. Il s'agit aussi d'instruire et de fabriquer, entre guillemets, des citoyens européens imprégnés des valeurs européennes, et ça fait partie des responsabilités sociales des universités européennes et donc de Nice.
L'aspect inclusion, évidemment, extrêmement important, et quelque part, c'est intégré de manière forte dans cette ambition de customiser la formation de nos étudiants. L'internationalisation, bien sûr, c'est partout dans les universités européennes, mais on entend par là le fait de préparer nos étudiants à un monde globalisé, de plus en plus complexe, avec ce multiculturalisme, ce multilinguisme qui devient essentiel pour pouvoir affronter finalement les défis de ce monde. Alors, avoir la tête à l'international et dans les étoiles n'empêche pas d'avoir les pieds bien sur terre, et donc tout ce développement, tout cet engagement est également au profit surtout du développement régional. Et donc là, les partenaires associés avec lesquels on travaille sont évidemment extrêmement importants. Et tout ça se fait bien sûr dans un esprit d'innovation. L'innovation académique, c'est évident, mais aussi l'innovation dans l'approche avec laquelle on ambitionne les choses. Merci. Merci à tous les trois pour vos présentations. Donc, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, le panel ici est sur l'innovation. Est-ce que vous pourriez nous parler d'un projet très spécifique, peut-être nous expliquer les difficultés que vous avez eues dans sa mise en place et un projet qui rentrerait dans ce concept d'innovation? Voilà, on va commencer comme ça. Alors, oui, je sais qu'on a divisé ici entre le local et l'innovation, mais je pense que ça va vraiment ensemble. Je voudrais vous parler peut-être des valeurs européennes. Donc, je vais vous parler du multilinguisme, puisque c'est le domaine plus particulier dans lequel je travaille. Je pense qu'une des innovations, c'est quelque chose qui ne va pas être très innovant, c'est lever le nez. Mais si je regarde la salle, il y en a beaucoup qui n'ont pas le nez levé pour le moment. Ils sont sur leur téléphone, sur leur ordinateur. Donc, lever le nez, c'est une grande innovation à l'heure actuelle. Lever le nez pour aller voir plus loin, aller voir l'autre, regarder l'autre, sa langue, sa culture, et regarder aussi toutes les valeurs européennes qui nous réunissent, parce qu'on n'a pas de langage fondamentalement différent, on a des valeurs qui nous réunissent. Et l'innovation, peut-être au niveau des langues chez nous, c'est de rendre à la fois les grandes valeurs européennes ou les politiques européennes, comme si on prend le European Language Equity Act qui dit toutes les langues doivent être traitées de la même façon, l'intelligence artificielle, les innovations ne doivent pas aller que dans les domaines liés à l'anglais. Voilà, tout ça et plein d'autres choses. C'est vraiment de les incarner. Donc, c'est de les réfléchir et de les faire comprendre aux autres et de les réfléchir ensemble avec les universités qui nous entourent. Et aussi peut-être de lever le nez pour nous, si je prends notre rôle d'enseignant, par exemple, ou notre rôle de chercheur, c'est de lever le nez pour aller voir ailleurs que nos publics cibles standards. Donc, pas uniquement les étudiants, mais aussi le personnel de nos universités. Comment rendre le multilinguisme plus facile, plus accessible, plus agréable, aussi au personnel, aux chercheurs, aux enseignants. Comment le faire dans un cours, parce qu'on peut retourner un peu dans nos habitudes. J'enseigne la littérature française, pourquoi est-ce que je parlerais d'auteurs qui ne sont pas francophones? Voilà, pourquoi je prendrais des références qui ne sont pas françaises. J'enseigne la médecine, évidemment, tout est en anglais. Peut-être qu'il faut se poser ces questions. Non, peut-être pas. Peut-être que tout n'est pas en anglais. Donc, je pense que l'innovation, je l'ai résumé comme ça, c'est lever le nez. C'est lever le nez pour aller voir ailleurs. Et après, il faut bien le rabaisser pour ne pas tomber quand on marche, mais ça vaut la peine. Donc, voilà, je veux dire que c'est mon innovation du jour, lever le nez. Voilà. Merci. Moi, j'ai parlé plus spécifiquement d'un projet qui est très emblématique de ce qu'on fait à Civis et qui est doublement motivant. C'est un master dont on va ouvrir les admissions dans quelques semaines à peine, un master transdisciplinaire sur le climat, l'énergie et l'environnement, et qui est très intéressant pour deux raisons. La première, c'est que la pédagogie qu'on va développer dans le cadre de ce master et l'enseignement qu'on va offrir aux étudiants est particulièrement innovant. En tout cas, il a été conçu comme tel, puisqu'on va ouvrir ce master à des étudiants qui ont un premier cycle dans n'importe quelle discipline. On va créer une cohorte la plus pluridisciplinaire possible et on va ensuite déconstruire la discipline pour construire l'interdisciplinarité et former des étudiants qui choisiront des parcours. Ils auront le choix entre plusieurs parcours différents qui les emmèneront à la façon d'un Erasmus Mundus dans au moins 3 pays. Et on va produire la main-d'œuvre et les capacités et les connaissances d'étudiants, de futurs diplômés
qui vont vraiment renouveler la façon dont on va aborder cet énorme défi sociétal qui est lié au changement climatique. Donc on est dans un master qui innove par ses objectifs, par ses méthodes pédagogiques et par la nature de la formation qu'il va délivrer. Encore une fois, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, quelque chose qui clairement n'aurait pas été envisageable dans des structures classiques de collaboration interuniversitaire. La deuxième raison pour laquelle on est très motivé à travailler sur ce projet depuis plus de 3 ans, c'est un long processus, c'est qu'on a en quelque sorte au niveau de l'expérience que constituent les alliances européennes, on a poussé tous les curseurs au maximum. On s'est dit, OK, on va à fond et on va voir comment ça marche. Si on réussit, et on est en passe de réussir, on aura démontré au fond la complexité maximale qu'on peut gérer dans le cadre d'une alliance avec les instruments existants, et on a trouvé un certain nombre de limites sur lesquelles on va pouvoir travailler ensuite. Les 11 universités membres sont impliquées dans cette formation. On est sur de la codiplomation, sur du diplôme conjoint. On est sur quelque chose d'à la fois très complexe, mais complexe d'une manière qui est désirable et qui est nécessaire. Et ce faisant donc, et c'est pour ça qu'on est à un travail qui dure depuis plus de 3 ans, on a identifié un certain nombre d'obstacles. Certains étaient attendus, d'autres l'étaient moins. Et on est parvenu par rapport à ça à formuler des demandes envers les autorités européennes, envers les autorités nationales dans certains pays, envers la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est dans le cadre de ce projet qu'on a été amené à proposer via l'ARES une révision de la procédure d'habilitation pour les nouveaux diplômes construits dans le cadre des alliances. Et les autres alliances nous ont rejoints dans cette revendication. Et donc c'est là qu'on voit comment les alliances qui sont conçues comme des instruments d'expérimentation, d'innovation, amènent des besoins nouveaux, identifient des obstacles qui doivent être surmontés, qui peuvent amener jusqu'à des changements législatifs. Et je pense que c'est vraiment une bonne chose. Ça montre, encore une fois, l'importance et le levier que l'on a avec ces alliances pour moderniser et innover en matière d'enseignement supérieur. En ce qui concerne Nice, nous lions très fort finalement innovation et entrepreneuriat. Pour nous, ce sont des concepts qui vont de pair, hein, et c'est un petit peu la vision qui se généralise dans les universités. Et à cet égard-là, effectivement, il y a un lien fort avec la première thématique qu'on a abordé, le local, puisque finalement, cet entrepreneuriat mène à la création de valeur dans les territoires locaux. À travers, et c'est ça quelque part qui est innovant dans les universités européennes, finalement un échange à une échelle multiculturelle et internationale qui va permettre probablement de nouvelles approches. Et donc, pour pérenniser un maximum sur cette situation, on a créé au niveau de Nice un incubateur à l'échelle de l'université européenne. Alors certaines universités possédaient déjà leur propre incubateur, d'autres pas. Donc quelque part, elles ont profité des bonnes pratiques pour pouvoir lancer la création. Il y a une plateforme virtuelle qui a été mise en place pour les aider leurs étudiants en tout cas à pouvoir accéder à ces programmes. Et donc cet incubateur est structuré en différentes actions. La première qui a été mise en place ici récemment, c'est ce qu'on a appelé une Innovation Cup, qui a permis en fait de mettre en place un concours sur l'innovation pour les étudiants qui avaient justement de bonnes idées au niveau de leurs résultats de recherche de doctorat, etc., de pouvoir potentiellement les transformer en start-up. Et donc, ils ont eu accès à toute une structure, que ce soit des spécialistes qui les ont guidés à travers ces créations, mais également des professionnels du domaine, puisqu'on collabore avec les partenaires associés et donc toutes les entreprises qui peuvent graviter autour des universités, dans ce contexte international pour solutionner des problèmes qui sont peut-être parfois très locaux. Et donc, gérer un problème d'énergie ou de gestion des déchets à Poznan, à Vaza, à Catane ou à Mons, peut-être ça s'aborde différemment et probablement il y a à gagner au niveau de la créativité dans ce contexte-là. Donc voilà une action qui me semblait intéressante à mentionner dans le cadre du panel ici. Merci. Ma prochaine question, c'est plutôt où est-ce que vous verriez votre alliance dans 20 ans ? À quel niveau d'intégration vous pensez que vous allez aller ? Est-ce que comme on va vers un diplôme européen, vous allez vers une seule université ou comment est-ce que vous voyez ça dans le futur ?
Et quelles difficultés est-ce que vous imaginez voir venir aussi? On ne changerait pas le tout. Non. Alors, dans 20 ans, c'est difficile à dire. Mais voilà, en résumé, je ne sais pas. Ce que je pense qui va probablement se passer, ou ce que j'espère qu'il va se passer, c'est que les alliances allant toutes vers des... Enfin, chacun voyant justement un peu plus loin que le bout de son nez, dans une direction et dans des grandes thématiques communes qui se retrouvent, je pense que ça m'étonnerait que la dynamique s'arrête. Je ne sais plus qui a dit tout à l'heure, ce serait dommage tout ça pour ça, si quand il n'y a plus les financements, ça s'arrête. Donc je pense que ça va continuer, et je pense aussi que ça va continuer parce que ça va venir des étudiants. Ça va venir d'eux s'ils ont une ouverture vers l'international, que ce soit en mobilité ou que ce soit à la maison, comme on dit, avec des cours, que ce soit un petit cours ou passer 6 mois ailleurs. Je pense que ce besoin d'ouverture, je le vois mal s'arrêter net. Enfin, en tout cas, j'espère qu'il ne s'arrêtera pas. Et je pense aussi que les collaborations qui existent entre les différentes alliances vont aussi nous enrichir, parce qu'on... Plusieurs personnes ont dit, bah oui, il y a des problèmes, c'est compliqué, oui, c'est compliqué, mais finalement, voilà, ça nous fait nous transformer. Donc, dans 20 ans, je ne sais pas, mais j'espère qu'on se sera encore tous améliorés. On a une vision assez claire d'où on veut être dans 20 ans, parce qu'on y réfléchit régulièrement, parce que tous ces processus sont longs et sont lents, et on s'inscrit dans le temps long. Dans 20 ans, on se voit comme étant un ensemble qui a gagné en cohérence en termes d'efficacité, mais comme je disais tout à l'heure, qui nourrit ces différences. Donc nos différences sont notre richesse. Le problème, c'est que nos différences dans les procédures, dans les lois et dans l'organisation administrative sont un obstacle. Donc on espère avoir fluidifié tout ce qui peut l'être au niveau de l'efficacité, tout en ayant bien identifié les richesses de cette diversité. Alors, c'est rien de le dire, mais dans 20 ans, on pense aussi qu'on aura fait des progrès sur l'harmonisation européenne. Je fais partie de cette génération qui a connu l'avant-Bologne, le pendant Bologne et l'après-Bologne. On s'est un peu bercé d'illusions sur ce processus dit d'harmonisation du paysage de l'enseignement supérieur. Je dis toujours à mes collègues européens que je viens d'un pays dans lequel, à l'occasion de Bologne, on a désharmonisé le paysage belge. Ce n'était pas lié à Bologne, mais enfin, c'est le moment de où on a dénationalisé et communautarisé l'enseignement, et donc on est arrivé à désharmoniser ce qui était pourtant harmonisé au niveau de la Belgique. Donc ça veut dire qu'il y a encore un long chemin, mais on a découvert à l'occasion de nos travaux dans l'Alliance à quel point il y a encore des obstacles qui sont parfois absolument absurdes. Moi, j'ai découvert, par exemple, l'ampleur de la on fait toujours un complexe en Belgique en disant on a 2 systèmes d'enseignement, mais les différences entre Länder en Allemagne, par exemple, quelque chose que je ne mesurais pas du tout, que ce que vous entendez d'une université en Bavière n'est pas forcément transposable à une université dans le Baden-Württemberg, parce que les dispositifs sont différents. Donc je pense que l'Europe va devoir remettre une couche dans l'harmonisation. Il y a de fortes réticences parmi les États membres que l'on comprend, parce qu'on a décidé que l'enseignement n'était pas une matière communautaire, et donc on pense toujours que la Commission européenne tente de grappiller, de rentrer par la fenêtre, là où on n'a pas pu rentrer par la porte. Mais manifestement, on va très vite plafonner dans les initiatives, même des alliances, si on ne remet pas une couche d'harmonisation à travers l'Union européenne. C'est tout à fait évident. Donc je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il y aura certainement de gros efforts à faire au niveau des politiques, que ce soit nationales, mais bien sûr à l'échelle européenne, pour permettre le possible. Maintenant, quand on a démarré l'aventure Alliance, on nous a mis devant une page blanche. Il nous a dit, tiens, rêvez finalement un système universitaire qui pourrait être celui en Europe dans une génération, puisque c'est à ces échelles-là qu'on discute. Je ne pense pas que ce système remplacera les universités telles qu'elles existent aujourd'hui. Et en tout cas, dans UNIS, l'intention n'est pas, à un moment donné, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, de fusionner sous la forme d'une énorme université. Chaque université va garder son autonomie, certainement. Mais les alliances, les universités européennes sont en fait l'ouverture vers des possibles qui n'existent pas en tant qu'université dans un pays individuel. Et donc, à cet égard-là, effectivement, rendre les outils de meilleure qualité
à l'échelle des politiques est essentielle pour permettre justement ces possibles qui n'existent pas. Juste ajouter une chose. Par rapport à cette question, tu posais la question explicitement d'une fusion ou d'un rapprochement. Je pense qu'il y a une diversité dans les alliances, comme on parlait tout à l'heure des alliances plus thématiques, générales, etc. Là aussi, il y a des différences dans les objectifs qui sont fixés. Et j'ai toujours été frappé par une alliance en particulier, je crois que c'est EUT+, qui est une alliance d'écoles, qu'on dirait d'ingénieurs industriels ici, dont le slogan, quand vous allez sur leur site web, c'est « Aujourd'hui, nous sommes 8, demain, nous serons 1 ». Et donc, eux, très explicitement, leur objectif est de fusionner en une seule structure décentralisée de formation d'ingénieurs industriels. Et voilà, au moins, c'est clair. Mais ce n'est pas la règle générale. Ce n'est pas la norme, et en tout cas, ce n'est pas le cas chez nous. Merci. Alors, je vais déjà annoncer à la salle que j'ai encore une question. Donc, et puis, je vous donnerai la parole. Donc, préparez-vous. Ma dernière question, c'est par rapport aux retombées en FOEB. On a déjà un peu discuté du local, mais est-ce que vous avez aussi en tête des retombées qui seraient pour les autres établissements d'enseignement supérieur ? Oui, si je prends, quel que soit le domaine finalement, parce que ce qui se fait dans les universités, maintenant on voit de plus en plus de liens entre les universités et les établissements, les autres types d'établissements en Fédération Wallonie-Bruxelles. Dans le supérieur, si on prend la réforme de la formation initiale des enseignants, on a des liens qui se sont plus directs avec les hautes écoles. Et donc je pense que dès à présent, les retombées, elles vont être un peu partout, puisqu'on a à la base, on forme les mêmes étudiants, on forme les enseignants, qu'ils aillent à gauche, à droite, peu importe, mais ça va, donc tout ce qui va se créer va avoir d'office des retombées locales, puisqu'on est chacun dans son local, dans son environnement local, mais on se nourrit d'ailleurs, donc je pense que ça retombe dans le local d'office, donc ça je pense. La façon dont la Commission européenne parle des alliances depuis maintenant 2 ans est toujours la même, c'est de dire ce n'est pas juste une expérience pour faciliter la coopération internationale, c'est la locomotive de la transformation de l'enseignement supérieur en Europe. Et le fait que, on l'a rappelé tout à l'heure, toutes les universités de la Fédération, mais aussi de Flandre, font partie d'une alliance, nous met dans une position privilégiée qui fait qu'on est tous et toutes, ici dans les universités en tout cas, on est dans le poste de pilotage de la transformation de l'enseignement supérieur. C'est extrêmement important. Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire que d'une part, on ne la subit pas passivement après coup, puisqu'on est aux premières loges. Mais surtout, comme on est dans le poste de pilotage, on a un pouvoir d'inflexion modeste, mais bien réel, qu'on peut mesurer. Je pourrais vous citer des exemples de moments où des choses qui ont été faites ou demandées par les alliances. Je parlais tout à l'heure de l'habilitation, mais il y en a d'autres. Voilà. Donc, ça, je pense qu'on a toutes les raisons d'en être satisfait. Ça veut dire aussi que l'effet sur la fédération se fait presque immédiatement, en temps réel, et non pas en 2 temps. Si la moitié des universités en faisait partie et les autres pas, on devrait dire dans un premier temps celle-là et les autres pourront suivre ensuite. Et donc je pense qu'en termes de modernisation de l'enseignement supérieur, qui est l'objectif général de cette initiative en Europe, la Belgique et singulièrement la Fédération Wallonie-Bruxelles est vraiment à la pointe de cette modernisation. Et je pense qu'on doit à la fois en nourrir une certaine fierté, mais surtout un certain enthousiasme, parce que c'est assez unique et on doit s'en réjouir. Oui, j'ai pas grand-chose à ajouter. Et finalement, ce qui est important aussi à réaliser, c'est que la situation belge est très particulière, puisqu'en réalité, je pense que c'est 10% des universités européennes qui font partie de l'aventure. En Belgique, 100% des universités sont à bord, ce qui veut dire que la question qui est posée de savoir comment les autres institutions d'enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles peuvent éventuellement profiter ou embarquer, elle se pose même à une plus grande échelle dans d'autres pays où des universités n'y sont pas. Et donc, cette question-là est d'autant plus prégnante peut-être dans ces pays. En ce qui concerne Nice et le cas particulier de l'UMONS, dès le départ, nous avons associé comme partenaire associé des hautes écoles de notre écosystème dans l'aventure, et puis à travers le pôle Élunier dans lequel nous sommes fort engagés, il y a une percolation quelque part des activités qui est possible, qui est rendue possible en tout cas vers les hautes écoles. Donc effectivement, c'est à 2 échelles. C'est l'échelle politique où la transformation va toucher tous les établissements, c'est ce qu'on vient d'expliquer, mais aussi à l'échelle opérationnelle, je pense que les établissements peuvent également s'y retrouver à certains égards. Merci.
Merci. Merci à tous les trois. Alors, je l'avais annoncé. Je vous propose de peut-être faire les questions pour ce panel-ci d'abord, et puis ouvrir alors à tous ceux qui sont intervenus. Alors bon, si vous avez des questions plus générales, allez-y aussi. Première personne pour briser la glace. Oui. Bonjour. J'étais assez admiratif des accomplissements de l'université du réseau Civis. Et est-ce que vous auriez quelques ingrédients qui expliqueraient le succès bruxellois? On est très curieux. Vraiment donc, dans cette dynamique, notamment. Mais bon, par rapport aux accomplissements qui sont mis en avant, est-ce qu'il y a des aspects qui vous semblent vraiment clés pour la réussite du projet d'université européenne? Parce qu'il y a vraiment souvent des grandes difficultés, notamment les obstacles linguistiques, les différences culturelles, etc., que par ailleurs vous évoquez. Mais est-ce qu'il y a selon vous des grands principes à défendre, à mettre en place pour assurer qu'on soit tous sur le même bateau et qu'on puisse avancer Vous me prenez un peu de court par rapport à une analyse qui demande beaucoup de recul et on a encore un petit peu le nez dedans, mais je pense que ça ne surprendra personne ici. Quand je vous ai dit que notre projet dont on est le plus fier a mis plus de 3 ans à aboutir, il faut avant tout de la patience et de la persévérance. Ça, c'est tout à fait évident. Mais je mesure sur ce projet en particulier qu'il y a une chose dont il faut se méfier. Je suis d'un naturel un peu pressé, on me le reproche souvent, mais autant je prône la patience dans les paroles, autant mon instinct est de ne pas trop ralentir. On a subi un certain nombre de revers dus à la durée trop longue de développement de certains projets. Et cela tient au fait que, à force de préparer les choses, et le travail qu'on fait tous depuis au début de ces alliances, c'est avant tout un travail de préparation. On identifie, on fait des listes, on identifie les obstacles, on trouve des mesures pour surmonter les obstacles, etc. Si ce processus est trop long, comme on est dans une situation qui est dynamique, le temps qu'on active les instruments qu'on a développés, ils sont parfois obsolètes. Ça nous est arrivé au niveau d'un certain nombre de dispositifs administratifs ou légaux pour lesquels on pensait être prêts, et au moment où il s'est agi de les appliquer, on s'est rendu compte que certains ne l'étaient plus et qu'il a fallu refaire le travail. Et ça, pour moi, c'est une indication qu'il faut trouver le bon rythme. 3-4 ans, c'est sans doute un peu long, peut-être que 2 ans, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est une des raisons qui nous a conduit à demander une révision de la procédure d'habilitation en fédération, c'est que cette procédure est trop longue. C'est un des obstacles qu'on a identifié, c'est que là, il y a une temporalité qui est incompatible avec le bon rythme des innovations au niveau européen. La diversité culturelle, pour moi, on travaille avec des gens qui sont habitués à l'international et donc on ne sent pas les obstacles habituels que vous pouvez trouver dans le commerce international, par exemple, ou des choses comme ça. Par contre, je suis assez perplexe et assez démuni face à la diversité des conditions de travail à travers l'Europe. Là, encore une fois, l'harmonisation, évidemment, n'est pas du tout en route, mais certaines universités dans certains pays, je ne vais pas systématiser, mais vous savez tous la diversité des situations à travers l'Europe. On a des collègues qui travaillent dans des institutions qui sont dans un niveau de précarité qu'on n'imaginerait pas dans l'Union européenne, honnêtement, qui sont et ça a des conséquences, même sur des projets financés comme ceux-ci. On parlait du cofinancement tantôt, et des universités qui sont amenées à apporter l'essentiel de leur cofinancement par la valorisation de personnel existant. Qu'est-ce que ça veut dire dans la pratique? C'est que ces gens-là, plutôt comme nous le faisons, d'engager du personnel pour faire le boulot, pour lequel on a reçu de l'argent, souvent, eux, vont demander à du personnel existant de faire du travail en plus. Et donc, ça veut dire que, paradoxalement, ces projets qui sont là pour donner un dynamisme nouveau vont parfois apporter une surcharge et vont aggraver des problèmes existants. Ça, c'est quelque chose que je ne soupçonnais pas et que je vis au quotidien et qui me perturbe beaucoup et qu'il faut pouvoir gérer. Donc, il faut pouvoir trouver le moyen de tenir compte de ça tout en n'admettant pas la logique qui voudrait qu'on crée des inéquités et des déséquilibres dans le travail. Ça, pour moi, c'est fondamental parce que ça traverse tout. Dès qu'il faut de l'énergie, dès qu'il faut de l'investissement, ces inégalités ressurgissent et elles sont extrêmement troublantes, je trouve. Je n'ai pas répondu à votre question, mais je vais donner un éclairage particulier. Bonjour, merci pour vos interventions. Éric Fouché de France Université. J'avais une question. Les alliances sont vraiment au cœur de l'agenda des politiques européennes. En quoi le fait d'être une alliance aujourd'hui permet de relever certains défis qui se posent à l'Europe aujourd'hui, notamment de réindustrialisation, de compétences tout au long de la vie? En quoi finalement aujourd'hui, vous êtes des acteurs aujourd'hui permettant de répondre à ces défis?
en ce qui nous concerne, on vient de remplir notre rapport de midterm de deuxième période de financement. Donc, je pourrais vous réciter ce qu'on a mis dans ce rapport. Je pense que manifestement, c'est un effet qui ne peut être qu'un effet indirect, un effet de deuxième temps. Les diplômes dont certains d'entre nous vous ont parlé ici, les formations qu'on met en place, qui sont des formations innovantes qui n'existaient pas, sont clairement orientées, parce que c'était dans le cahier de charge des alliances, dans les appels de la Commission européenne, sont orientées défis sociétaux. Donc il y a là un caractère utilitariste des formations qui est parfaitement assumé dans les alliances. On n'est pas très orienté recherche fondamentale, on est vraiment orienté défis sociétaux et avec un résultat à relativement court terme. Mais quand on met en place des formations, qu'on admet les premiers étudiants, qu'on les forme, qu'on va ensuite les diplômer, les premiers effets par rapport à ce que font les uns les autres ne peuvent être mesurables que plusieurs années plus tard. Donc c'est vraiment un investissement à moyen et à long terme. Mais clairement, la façon dont sont organisées ces dynamiques de création de nouveaux diplômes, et on en a peu parlé ici parce que le financement vient de l'agence Erasmus, donc notre activité est très déséquilibrée du côté de l'enseignement, mais manifestement, ces alliances, pour les alliances en tout cas qui sont entre universités, vont également se déployer au niveau de la recherche. Simplement, ça va se faire à notre propre initiative. Une fois que la dynamique fondamentale de l'université, de la recherche qui nourrit l'enseignement, de l'enseignement qui suscite la recherche, etc., va prendre son élan, je pense qu'il y aura un effet boule de neige dans les effets vertueux de ce que l'on met en place dans les alliances. Mais voilà, c'est un pari. Rendez-vous dans 10 ans pour voir où on en est. Mais je suis personnellement assez optimiste parce que ce que je vois dans notre alliance, mais ce que je vois dans d'autres alliances, et ça je crois qu'on ne l'a pas assez souligné aussi, il y a un esprit de partage entre les alliances qui est vraiment quelque chose de réconfortant. C'est-à-dire que, vu de l'extérieur, on nous demande souvent qu'est-ce qui distingue votre alliance des autres. Et moi, je réponds souvent, mais on n'a pas pour but de se distinguer des autres. On travaille ensemble, on va tous dans le même sens. On a des caractéristiques différentes, mais on n'est pas en concurrence au sens où on veut être meilleur, plus grand, ou on n'est pas dans le marketing classique parce qu'on n'est pas en concurrence. Le Forum des universités européennes est un lieu d'échange où, enfin, vraiment, l'esprit est... Il y a presque un meilleur esprit entre les alliances, paradoxalement, qu'entre les universités concurrentes en fédération. On a des meilleurs rapports avec mes collègues de fédération à travers les alliances qu'on en avait avant entre les universités, d'une certaine manière. Donc je pense que l'effet combiné de tout ça va donner un élan à l'enseignement supérieur européen qui ne peut faire que la différence. Et une dernière chose par rapport à ça, on a beaucoup parlé, quand tu disais tout à l'heure les 10%, il y a un peu de confusion par rapport à ça parce que la Commission, à mon avis, a fait l'erreur d'appeler ça des universités européennes. On pense que ça ne sont que des universités. Donc on l'a dit tout à l'heure, il y a en fédération une haute école qui en fait partie, mais l'objectif de la Commission est bien autour des institutions d'enseignement supérieur de tout type. Et donc les 10% d'objectifs dans les alliances, c'est pour l'ensemble des établissements. Et je sais qu'il y a des hautes écoles en fédération qui se tâtent un peu, qui pensaient d'abord que ça ne les concernait pas. Et je pense que l'exemple de la haute école de la province de Liège est vraiment à regarder de près et à partager parce que les hautes écoles ne vont pas trouver la même chose dans ces alliances que les universités parce qu'on ne fait pas la même chose, mais certainement vont trouver le même élan et la même oxygénation que nous trouvons. Et je pense que ça, c'est le prochain défi en Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est de faire passer ce message-là. Je vais peut-être rebondir justement là-dessus. Comme Morgane est revenue dans le panel, est-ce que tu vois des challenges spécifiques aux hautes écoles que n'auraient peut-être pas les universités ? Moi, je dirais le domaine de la recherche. C'est un peu moins développé chez nous. Donc, c'est difficile pour l'instant de vraiment développer ça. On essaye de développer une école doctorale et l'idée toujours en réflexion, parce que comme je l'ai dit, on est au premier stade, nous, de l'Alliance. Donc, on est un peu moins avancé que mes collègues ici. Mais l'idée, c'est peut-être d'essayer de développer une école doctorale au sein de l'Alliance qui pourra accueillir aussi nos étudiants qui souhaiteraient faire un doctorat par la suite. Je ne sais pas si c'est une... Non, voilà. Non. Pour nous, c'est ça, pour le moment. Oui. Merci, je rebondis aussi parce que nous venons de l'EFEC et nous n'avons pas la chance d'être dans une alliance encore, mais nous avons reçu le Seal of Excellence, donc on est l'étape en dessous. Donc on est vraiment déjà impliqué depuis quelques années dans ce processus de mise en place d'une alliance en tant que haute école. Et voilà, donc on voulait venir prendre des inspirations ici, les bonnes idées, et merci beaucoup pour les partages. Voilà. Et je pense que c'est vrai qu'un défi des hautes écoles, c'est qu'au niveau
Au niveau de la force pour tout ce qui est projet de recherche, c'est un peu plus compliqué. Maintenant, on a des spécificités qui sont intéressantes en recherche aussi. Maintenant, à l'effet qu'on a des secteurs très très variés. Donc, on a business, on a éducation, on a soins de santé. Et il y a des projets de recherche qui se passent aussi au niveau des hautes écoles et qui sont vraiment très en lien avec les milieux professionnels. Ça, c'est vraiment une force qu'on a. Et donc, nous, voilà, on aimerait bien que notre alliance, qui s'appelle QLX, comme ça on fait un peu la pub, puisse se développer surtout sur ces défis vraiment très sociétaux. Voilà, donc il y a beaucoup de choses encore à faire. Merci beaucoup. Une autre question ? Moi, j'en ai peut-être encore une pour vous. On a beaucoup parlé des avantages des alliances pour les étudiants, aussi pour le personnel académique. Est-ce que vous pensez qu'en interne, ce qu'est une alliance est compris par les étudiants, par le personnel académique ? Est-ce que c'est vraiment déjà bien intégré ou ça reste encore nébuleux ? Inspiré parce que clairement, à mes yeux, il s'agit d'un des défis majeurs. C'est le fait que cette initiative soit appropriée par les communautés universitaires. Très clairement, elles ont vu arriver finalement cette ambition et ce projet dans un processus top-down. Et l'idée est vraiment de renverser les choses pour que non seulement les collègues, mais bien sûr et surtout, parce que c'est à eux qu'on pense, les étudiants se rendent compte finalement de toute la potentialité des choses. Et ça passe, à mon avis, par des success stories, en fait. Et c'est souvent comme ça dans les populations étudiantes. C'est, tu sais, j'ai fait cette activité-là dans le cadre Nice, c'est super, vas-y. Et donc, ça va percoler, j'en suis convaincu. Ça va prendre du temps et la temporalité, elle est importante. On en a déjà parlé, mais clairement, c'est quelque chose auquel on doit faire face et c'est un vrai défi. Juste sur la façon de communiquer, l'ULB se charge de la communication de Civis, donc on a été amené à y réfléchir. Et c'est vrai que c'est une question beaucoup plus complexe qu'on pourrait le penser. Et en gros, la logique qu'on a développée, c'est tout le monde n'est pas obligé de s'intéresser ou de s'impliquer dans l'alliance. Néanmoins, l'alliance concerne tout le monde. Voilà, faut juste leur dire, ça percole, ça s'introduit partout. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit s'en occuper. Mais c'est pas juste un hobby, un truc, un sideshow, etc. L'autre chose qu'on doit éviter, c'est quand on essaie de faire connaître l'alliance et donc une marque, on doit éviter que cette marque rentre en concurrence avec celle de l'université. Il ne faut pas que la communauté pense qu'il y a là une tentative de faire passer l'université au second plan, qu'on n'est plus qu'un membre d'une fédération. Voilà. Donc le jeu est assez subtil et surtout il est différent d'une université à l'autre. Il y a des cultures très différentes. Nos partenaires suédois, pour ceux qui ont un partenaire suédois, ils le savent, les traditions en Suède, c'est que les départements et les facultés sont très autonomes et défendent leur autonomie. Et donc dans ces cas-là, voir une alliance, pour eux, c'est une menace supplémentaire à leur autonomie. Alors que dans d'autres contextes, c'est une bonne nouvelle, on s'internationalise, on fait partie d'un club de grandes universités. Et donc voilà, la communication, elle est gérée au niveau de chaque université, mais elle n'est pas simple. Je voulais mentionner l'effet retard. Je crois aussi qu'il faut un peu de temps. Mentionner une chose, on n'est peut-être pas les seuls à le faire, mais dans Circle U, on a aussi des Student Fellows et des Student Ambassadors. Donc ça permet de faire connaître l'Alliance à différents niveaux par les étudiants même aussi dans leur propre lieu de contact. Et alors, ce qui est important aussi, je pense, c'est que à faire comprendre aux collègues, c'est que c'est pas parce qu'on est dans une alliance européenne avec, mettons, chez nous, 9 universités, qu'on ne collabore plus avec d'autres universités. Donc ça, je crois que c'est très important aussi, et ça doit faire partie de la communication. Se dire, voilà, on est dans cette alliance qui est privilégiée, enfin, des partenaires privilégiés, mais on a d'autres partenaires, donc on n'exclut pas les autres. Et ce qui a été dit entre la collaboration entre les alliances, c'est aussi à mettre en avant pour que les gens voient que ça sort du périmètre. Mais voilà. Je vais peut-être juste ajouter, même dans le cas d'Unigreen, qui est une alliance qui a des domaines très ciblés, on essaye de développer, de faire connaître Unigreen partout, dans tous les autres départements aussi. On a 7 départements chez nous. Par exemple, nous, on coordonne le service de l'inclusion. Voilà, ça touche tout le monde, tous les Erasmus, tout le personnel, pas uniquement ceux du domaine technique. Oui, à Namur, moi j'ai été frappée par
l'implication des étudiants par eux-mêmes dès le début. Donc on a des clubs d'étudiants dans chacune des universités qui se connaissent très, très bien entre eux. Ils nous accompagnent au General Meetings, ils vont d'un endroit à l'autre. Ils forment vraiment une cohorte entre eux et ils distillent très, très bien le message. Donc quand on fait des summer schools, des winter schools, donc dans différentes universités, on ouvre une phase d'inscription et on reçoit énormément de candidatures d'étudiants qu'il faut finalement sélectionner pour donner le bon nombre d'étudiants à la bonne école. Mais c'est des choses qui sont répétées chaque année. Mais vraiment, ils ont cette envie de participer. Alors peut-être pas encore dans des grands masters de 2 ans, on va voir comment ils réagissent, mais en tout cas pour participer 1 ou 2 semaines à l'étranger dans un partenaire, ils trouvent ça vraiment une expérience à ne pas rater. Donc on est très positivement sensibilisés, on accueille vraiment ça de façon très positive, leur grand intérêt pour l'Alliance. Moi, je crois aussi que pour favoriser l'implication de tous les étudiants, il faut qu'on fasse attention à ce que notre offre soit créditée et reconnue pour ces étudiants, en fait, parce qu'on ne peut pas toujours leur demander de faire des activités en plus sur le côté et que ça ne fournisse pas un peu de crédit ou que ce soit pas reconnu sur leur CV. Et donc, en fait, c'est aussi de temps en temps convaincre les professeurs, en fait. Et donc, si un professeur va intégrer un module d'un professeur d'une autre université, que ce sera matière d'examen, que ce sera crédité, je pense que là, on va toucher vraiment beaucoup plus d'étudiants que ceux qui sont très facilement intéressés par les expériences internationales, en fait. Et ça doit être un point d'attention et c'est pas le plus facile. Une ou 2 dernières questions? Je pense qu'on a déjà bien fait le tour. Oui. Toujours ceux qui sont les plus loin. Désolé, hein. Mais c'est pas vraiment une question, mais plus peut-être que ce que je n'ai pas vraiment entendu peut-être sur ce midi ici, c'est finalement la dimension transformative des alliances. Et c'est vrai que dans Circle U, moi j'insiste beaucoup comme secrétaire général à dire que finalement on n'est pas dans un projet. Et que je pense que si on veut être sérieux par rapport à la dynamique dans laquelle on doit vraiment dépasser cette dimension projet et vraiment intégrer finalement la dynamique transformative que sont les alliances. Moi dans une vie passée, j'ai travaillé sur le procès de Bologne pendant 12 ans. Et c'est vrai que quand j'ai commencé comme dans ma fonction, pour moi j'ai toujours considéré que les universités européennes de l'initiative étaient finalement le procès de Bologne numéro 2. Et que finalement, c'est qu'à partir du moment donné où si on veut vraiment être sérieux, que les autorités des universités sont sérieuses, qu'elles doivent intégrer ça, aussi bien au niveau des facultés qu'au niveau des administrations, qu'au niveau finalement des départements, etc. Et je pense maintenant, avec le recul, après 5 ans dans Circle U, c'est que peut-être dans la première phase des alliances, on a été très très fort concentré sur la gestion de projet, en fait. On a été juste vraiment là-dessus. Alors qu'en fait, maintenant, on se rend compte que le gros, et c'est ce que disait notamment Ronnie, etc., en fait, le gros du travail maintenant, c'est en interne, en fait. À la limite, on peut presque oublier ce qu'on fait au niveau du financement européen, des projets sur quoi on s'est engagé, mais c'est qu'est-ce qu'on fait pour que ce soit vraiment quelque chose qui impacte finalement directement nos universités et qui a un sens pour les membres de notre communauté. Et je pense que, comme le disait aussi François, c'est que finalement, c'est pas grave, en fait, si on touche pas le demi-million d'étudiants qu'on a dans Circle U. Et on va jamais les toucher. Enfin, on ne cherche pas à toucher 1 demi-million d'étudiants à travers 9 universités. Mais par contre, c'est ce que je dis, l'étudiant ou l'étudiante à l'UC Louvain qui est très intéressé sur la communication en matière d'environnement, si cette personne-là rate le fait qu'on organise une summer school à Oslo qui est sur cette thématique-là, là alors on a raté quelque chose, en fait. Et je pense que ça, c'est vraiment important. Et peut-être dernier point, vraiment désolé, mais pour réagir aux commentaires de notre collègue de France Université, je pense que malgré tout, on a été poussé dans le dos par la Commission européenne notamment et par les États membres pour essayer de résoudre les problèmes du monde. Et résoudre aussi l'agenda politique européen, les agendas politiques aussi des États membres, et essayer de finalement faire en sorte que grâce aux alliances, on puisse à un moment donné donner à l'Union européenne des compétences en matière d'enseignement. Et je pense que là, il faut être vraiment très prudent et de dire à un moment donné, non, ce qu'on est en train de faire, on travaille sur l'université, enfin l'enseignement supérieur. Et on travaille dans nos universités pour changer parce qu'on veut faire mieux les choses, comme un des intervenants le disait, par rapport à ce qu'on fait d'habitude seul. Et donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important, qu'on garde à l'œil parce que, voilà, on a parlé des communautés de pratique de For You, donc le forum des universités. On a maintenant structuré ça pour que toutes les alliances en fassent partie. Aussi, les alliances, enfin, celles qui ont le site d'excellence pourront aussi faire partie de ça. Mais à un moment donné, c'est comment éviter qu'on soit instrumentalisé en tant qu'enseignement, d'établissement, université, alliance, pour finalement des fins qui ne sont pas celles sur lesquelles on est. Je crois qu'on doit se reconcentrer sur ce qu'on fait nous en tant qu'université, c'est des missions d'enseignement, de recherche et de service à la collectivité. Mais on n'est pas là pour juste
dessiner l'agenda politique ou réaliser l'agenda politique ou l'ambition politique Union européenne. Mais on peut y contribuer. Puisque Kevin ne pose pas vraiment une question, je peux ne pas vraiment lui répondre. Mais tout de même, juste pour revenir sur ce qu'il dit, mais sur ce que j'ai dit tout à l'heure, on ne doit pas sous-estimer l'importance des questions qu'on traite actuellement au-delà des programmes que l'on crée et de la dynamique que l'on crée. Je vais vous donner 2 exemples de dossiers sur lesquels la Commission travaille énormément maintenant et nous faire entrer dans la danse, effectivement, à l'insu de notre plein gré. Kevin a raison, souvent en faisant des appels pour des projets satellites de réflexion. Le premier, c'est évidemment le diplôme européen. Donc il y a eu des projets, il y en a eu plusieurs dans lesquels beaucoup d'entre nous ont été impliqués pour réfléchir aux critères qui seront ceux qu'il faudra satisfaire pour ce diplôme européen ou pour ce label européen, quel qu'il soit. Le fait pour nous d'être dans cette dynamique d'expérimentation sur des choses aussi importantes que celle-là nous donne un petit peu de levier. Mais Kevin a raison, on ressent tous que, pour vous donner l'exemple de ces critères, on n'a pas été chargé d'inventer les critères. On a été chargé de tester les critères que la Commission nous a donnés. Voilà, c'est la petite marge que l'on a, mais on doit la prendre tout de même. L'autre dossier sur lequel on travaille beaucoup et qui paraît comme ça un peu périphérique à beaucoup, mais en fait qui est vraiment une bifurcation possible dans la façon dont on réalise les études, c'est les microcrédits. Micro-credentials, il y a beaucoup qui disent « Oh non, ça ne m'intéresse pas ». La Commission pousse à des petites unités d'enseignement, des petits modules qui seraient crédités, qui pourraient être cumulés pour des diplômes, etc. Qu'on soit réticent ou pas réticent, ça avance. Et donc, mieux vaut rentrer dans le jeu et participer aux discussions ou aux études que la Commission fait sur le sujet. Et encore une fois, c'est les alliances qui sont aux premières loges pour faire ça. Et pour d'abord comprendre ce qui se passe, essayer d'infléchir un peu les trajectoires et ensuite se préparer au mieux à ce qui vient ensuite. L'enjeu, il est là, il est stratégique. Et donc, effectivement, les étudiants voient une mobilité qui est facilitée, les collègues voient qu'ils peuvent faire plus de diplômes avec des collègues. Mais fondamentalement, quand on prend un peu de hauteur, quand on lève un petit peu le nez, on se rend compte que c'est des choses aussi stratégiques que la structuration même de l'enseignement supérieur qui est en jeu à travers tous ces projets. Merci à tous. Je vais passer la parole à Charline. Oui, merci. Je pense qu'on peut conclure. J'en profite pour encore remercier les 6 alliances qui se sont quand même déplacées aujourd'hui pour nous présenter un peu les différentes évolutions. Je pense que c'est des discussions continues qui ont lieu chez vous, chez nous à la RES. Donc, si ça peut donner lieu à des réflexions, vous disiez que vous mettiez en commun toute une série de choses, on peut encore mettre en commun ensemble par ce type d'événement, mais aussi par les réflexions qui ont lieu dans notre groupe de travail au niveau de la Commission des relations internationales, si ça génère des discussions pour des établissements même hors d'alliance. Donc, n'hésitez certainement pas. Nous, on est à disposition, donc merci à vous. Merci au service de communication aussi, que je n'ai pas encore remercié, qui a aidé à rendre cet événement aussi hybride. Donc il y a des gens qui ont pu nous suivre en ligne. L'événement a pu être enregistré pour être regardé aussi par après. Donc merci à ça. Merci à tous. N'hésitez pas à vous resservir d'un sandwich si vous n'avez pas eu le temps de manger et que l'alarme, etc. Avant les vacations suivantes, exactement. Et à la prochaine pour de futures discussions sur le sujet.